Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition 100% Sénat. Pour suivre ce matin l'audition de Roland Lescure, le ministre de l'économie. Il était reçu hier au Sénat par la Commission des affaires économiques. Le ministre qui est notamment revenu sur la polémique autour du site de vente en ligne Shein. Sur la plateforme, il était possible d'acheter des poupées à caractère pédopornographique, également des armes de catégorie A. Shein qui est également accusé de provoquer la fermeture de petits commerces dans les centres-villes en France. Face à toutes ces polémiques, l'exécutif a annoncé hier vouloir suspendre la plateforme si elle ne se met pas en conformité avec le droit dans les 48 heures. Écoutez hier, le ministre de l'économie était au Sénat. Et nous allons pouvoir débuter notre audition en vous remerciant, Monsieur le ministre, de votre présence. Et nous sommes heureux de vous accueillir dans cette enceinte. Vous connaissez bien la Commission des affaires économiques, en tout cas celle de l'Assemblée nationale, puisque vous en avez été le président. Et notre commission a pu traiter avec vous, dans un esprit très souvent constructif, nombre de projets de loi, de textes de loi du quinquennat précédent. Pour aujourd'hui, nous vous entendons bien évidemment dans votre costume de ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Puisqu'on avait un petit doute à un moment donné sur votre délégation. Oui, mais on ne savait pas si l'énergie allait vous revenir. Et donc, c'est important qu'aujourd'hui, ce soit bien précisé. Monsieur le ministre, notre plaisir de vous accueillir dans cette enceinte est malheureusement tout de suite tempéré par le contenu du projet de loi de finances que nous propose le gouvernement, voire mêlé d'une franche inquiétude au vu de la tournure des débats à l'Assemblée. Et vous avez pu aussi vous en rendre compte par vous-même au travers d'un certain nombre de questions d'actualité qui ont été posées aujourd'hui par des sénatrices et des sénateurs. Comme notre rapporteur général Jean-François Husson, je suis attaché à la vérité des chiffres dans leur simplicité, même si cette réalité est difficile, voire brutale. On présente aux Français des données compliquées, avec des efforts structurels ou tendanciels, faisant apparaître des efforts importants et bien difficiles à matérialiser. Pourtant, au regard des chiffres clés diffusés par votre propre ministère, je constate que les dépenses nettes sont prévues en augmentation de 22,7 milliards d'euros. Les recettes nettes, c'est-à-dire les impôts, progressent, eux, plus rapidement, à hauteur de 24,6 milliards, ce qui permet d'améliorer de seulement 6,1 milliards le solde général. La charge de la dette augmente et atteint 59,3 milliards, tandis que l'État créera 8 459, c'est précis, nouveaux postes de fonctionnaires. Ma première question, Monsieur le ministre, est donc toute simple. S'agit-il vraiment d'un budget d'économie et de rigueur visant à retrouver un solde primaire positif pour réduire notre dette, redresser une crédibilité internationale entamée comme l'exige la situation des comptes et la dégradation de la notation de notre dette, ou au contraire, s'agit-il d'un écran de fumée masquant l'impuissance et l'indécision? Cette situation financière n'est pas grave par principe ou par idéologie, mais bien parce que les renoncements, et je pense particulièrement à la suspension de la réforme des retraites, qui coûtera au moins 1,5 milliard d'euros d'ici 2027 et bien plus au-delà, portent atteinte à notre souveraineté et à l'avenir de notre pays. Je voudrais prendre l'exemple du secteur spatial. Lors de la prochaine réunion au niveau ministériel du Conseil de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui se tiendra dans quelques jours à Brême, précisément les 26 et 27 novembre prochains, devrait être actée une hausse très forte du budget de l'ESA pour la période 2026-2028. Alors que notre pays était au premier rang en Europe depuis le général de Gaulle, il semblerait que notre souscription pourrait se limiter à 3,5 milliards d'euros, voire même à 2,5 milliards d'euros, là où les Allemands devraient contribuer à hauteur de 5 à 6 milliards d'euros et les Italiens à hauteur de 4 milliards d'euros. Monsieur le ministre,
Sommes-nous à la veille de connaître un déclassement brutal de la France en Europe, susceptible d'entraîner notamment des milliers de suppressions d'emplois chez nos fabricants de satellites, Airbus Défense et, excusez-moi aussi, Thales Alenia Space, qui se trouve dans mon département, à Toulouse bien sûr, mais aussi à Cannes, et cela du fait des mécanismes de retour sur investissement pour nos industriels. Autre sujet de préoccupation majeur, la pression fiscale. Notre nouveau prix Nobel d'économie, Philippe Aghion, a marqué les esprits en disant préférer la croissance à l'impôt. Mais visiblement, nul n'est prophète en son pays. Pourtant, la seule richesse qui puisse être redistribuée est celle qui est créée et qui permettra d'augmenter le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, notre pays a un immense besoin de réindustrialisation, de conserver ses champions mondiaux, mais aussi de faire émerger des start-up, puis ces fameuses licornes. Souhaite-t-on vraiment le départ de France des centres de décision ou de recherche, la cotation à l'étranger de nos grands groupes ou encore le passage à Londres ou Palo Alto de nos 33 licornes? Quelle stabilité fiscale et réglementaire est-on aujourd'hui à même d'offrir à ces investisseurs? Enfin, Monsieur le ministre, vous êtes également responsable des questions énergétiques et vous avez pu répondre, dans le cas des questions d'actualité, à notre collègue Daniel Gremillet. Nous sommes ici attachés à ce que ce soit, et on vous le répète et on ne cesse de le répéter, et également au gouvernement précédent, que ce soit le Parlement qui fixe les grandes orientations. C'est la raison pour laquelle Daniel Gremillet et notre commission ont porté une proposition de loi qui a franchi le cap de la deuxième lecture au Sénat et qui devait faire de même à l'Assemblée fin septembre, avant une CMP mi-octobre qui avait déjà été fixée, avant que le gouvernement Bayrou ne subisse le vote de défiance. Les circonstances en ont décidé autrement, mais il reste urgent d'aboutir. C'est possible et à portée de main, nous en sommes convaincus. Reprendre le processus à zéro à travers un ou plusieurs textes, comme certains le proposent aujourd'hui, ferait perdre un temps précieux et se heurterait aux mêmes difficultés pour peut-être ne pas aboutir avant l'élection présidentielle. Peut-on vraiment se le permettre au regard des enjeux de transition énergétique, d'électrification des usages et de coût de l'énergie? Bien évidemment, la réponse est non. Monsieur le ministre, ne soyez pas la Pénélope de la programmation énergétique en attente d'un Ulysse providentiel. Passons aux actes. Notre pays et ses industriels en ont durement besoin. Monsieur le ministre, avant de vous céder la parole, je dois donc vous indiquer que vous nous avez dit que vous serez avec nous jusqu'à 18 h. Moi-même, je serai obligé de laisser ma place à Daniel Gremillet, notre vice-président, à 17h30, puisque nous avons une conférence des présidents à laquelle participe Monsieur le Premier ministre. Donc j'invite les uns et les autres, et je sais qu'il y a des questions nombreuses, à être le plus concis possible dans les questions, à éviter les redondances, afin que Monsieur le ministre ait le temps de répondre à chacune et à chacun d'entre vous. Je rappelle également que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est diffusée en direct sur le site du Sénat. Je vous laisse la parole, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je suis moi aussi très heureux de retrouver la Commission des affaires économiques du Sénat. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider celle de l'Assemblée nationale pendant 5 ans et de travailler avec certains d'entre vous dans le premier mandat d'Emmanuel Macron avec, c'était un autre temps et sans doute d'autres mœurs, 11 CMP conclusives. Bon, c'est un peu plus compliqué ces temps-ci. Le Sénat a un peu changé. L'Assemblée nationale a beaucoup changé depuis. Et donc, évidemment, on a aujourd'hui une capacité à faire avancer des textes, que ce soit des propositions de loi ou des projets de loi, qui sont un peu plus compliqués. Je vais vous dire quelques mots, mais je pense que l'essentiel, effectivement, c'est que je puisse répondre à vos questions. Je souhaitais quand même échanger avec vous un peu sur la feuille de route de notre ministère. Ce que vous l'avez dit, il a un intitulé long et chaque mot compte. Vous dire aussi que pendant les travaux, la vente continue, c'est-à-dire que pendant les travaux sur le budget, l'économie française elle continue à tourner et qu'elle tourne plutôt bien. C'est heureux. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans le cadre de mes réponses aux questions d'actualité. Il faut s'assurer que ça continue. On a eu une croissance de 0,5% au troisième trimestre. C'était une bonne surprise, y compris pour
l'éternel optimiste que je suis. La production industrielle a rebondi fortement au mois de septembre. Ça, c'est un chiffre qui date de ce matin. Et ça montre que, j'allais dire c'est accessoire, mais c'est quand même important. On sera en ligne avec nos prévisions de croissance qui ont sous-tendu le budget auquel, j'espère aussi, on pourra vous dire qu'on sera parfaitement en ligne avec les attentes de 5,4% de déficit dès cette année. Nous sommes en phase, nous sommes en ligne, ça c'est important. Mais l'essentiel, c'est surtout que les entreprises françaises sont au rendez-vous. Elles ont continué à investir, elles ont continué à exporter. Vous le savez, les incertitudes politiques, elles jouent sur les inquiétudes économiques. Elles se traduisent éventuellement par de l'attentisme. Et donc il est essentiel que les travaux budgétaires à l'Assemblée nationale et très bientôt au Sénat puissent lever ces incertitudes aussi rapidement que possible. Et j'entends vos interrogations, Madame la Présidente, sur le budget. Je veux juste ajouter une dimension qui me semble essentielle. La stabilité politique, elle a aussi un prix. Vous l'avez vu, moi je dis qu'on est entré dans un 110 mètres haies, avec 10 haies successives entre la nomination du deuxième gouvernement Sébastien Lecornu et l'adoption éventuelle d'un budget avant Noël. Chaque semaine est une nouvelle haie. La première, ça a été quand même d'échapper à une motion de censure qui nous aurait ramené à la case départ. Et la raison pour laquelle cette motion de censure n'a pas été votée, ça veut dire de manière concrète qu'il y a une majorité de députés aujourd'hui qui souhaitent que la France ait un budget. C'est parce que le Premier ministre a annoncé à cette occasion la suspension de la réforme des retraites. Le mot est important, Madame la Présidente, ce que vous avez dit, ça nous coûtera au bas mot 1,4 ou 1,5 milliard d'euros, voire plus au-delà. Le crayon est levé jusqu'à l'élection présidentielle. Ça va permettre, j'espère, de reprendre le travail sur d'éventuels modes alternatifs d'organisation et de financement. Quand le ou la présidente de la République aura été élue en 2027, la réforme des retraites s'appliquera, sauf si lui ou elle est capable de faire voter autre chose. Donc on est vraiment dans une logique où le Premier ministre a souhaité suspendre cette réforme, et vous savez que c'était un point important pour une partie de l'hémicycle qui était prêt à ne pas le censurer, que le ministre de l'économie et des finances qui est présent devant vous, qui a soutenu cette réforme dans un groupe parlementaire dont les parlementaires ont vu leur permanence dégradée, les insultes sur les réseaux sociaux, etc. Je peux vous dire que c'était facile. Mais je pense que c'était le coût de la stabilité politique. Et vous avez vu sans doute la réaction des marchés financiers à l'occasion de cette annonce. Les taux d'intérêt français ont baissé. Les investisseurs internationaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer ces dernières semaines ont été rassurés, malgré cette mesure dont on ne pourrait pas imaginer qu'ils en soient les principaux supporters, parce que ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est que la France se stabilise. Et je vous le dis vraiment en toute solennité, quand je parle aux investisseurs européens, américains, canadiens que j'ai rencontrés ces dernières semaines, quand je parle à mes collègues européens, ils souhaitent qu'on réussisse. Ils souhaitent que la France ait un budget. Ils souhaitent que la France puisse poursuivre un certain nombre de politiques qu'ils ont vécues comme positives, même si évidemment tout le monde ne sera pas d'accord ici avec cette assertion, et qui ont permis à la France de prendre une part importante dans le développement de l'Europe, et je vais y revenir dans une seconde, qui doit s'adapter aux nouveaux risques géopolitiques et commerciaux. Donc la raison pour laquelle j'introduis ça en disant que jusque-là tout va bien et qu'il faut continuer à s'assurer que tout aille bien, c'est que je ne souhaite pas qu'on cède à la fatalité. On est dans une discussion difficile. Elle est difficile à l'Assemblée, elle sera sans doute pas facile au Sénat. Elle va, j'espère, nous amener à la 10e haie de cette course de haies, avec un budget qui sera passé, qui par construction ne satisfera personne, puisque ça doit être un budget de compromis. Si ce n'est que celles et ceux qui souhaitent que la France ait un budget, j'espère, en seront satisfaits, la France en aura un. Et puis, il faudra continuer le travail qu'on poursuit avec mes équipes, mais l'amplifier l'année prochaine pour qu'on puisse continuer à développer l'économie française. On en a besoin pour les territoires, on en a besoin pour l'emploi, on en a besoin aussi pour assurer la pérennité de notre système social, auquel je pense tout le monde ici dans cette salle est attaché, mais qui permet, qui ne sera viable du fait des enjeux démographiques indéniables auxquels on fait face, que si la France retrouve les voies d'une croissance durable, forte, innovante et tournée vers l'avenir. Ce qui me permet de répondre rapidement à certaines de vos questions. C'est un budget d'effort, c'est surtout pas un écran de fumée, Madame la Présidente. On a une prévision de dépenses de 0 pour l'État et ses principaux opérateurs. On a des économies qui sont envisagées. Évidemment, le Parlement décidera dans tous les secteurs d'activité, sauf la défense, l'enseignement supérieur à la recherche et le régalien.
un gros effort sur la défense, mais vous le savez, on est face à un environnement géopolitique extrêmement risqué. La guerre est aux portes de l'Europe. Le Moyen-Orient, même si ça va un peu mieux, reste un endroit extrêmement tendu. Et la manière dont, on peut le dire, le conflit commercial est en cours avec une Chine extrêmement ambitieuse, extrêmement puissante, qui pousse son avantage, et des États-Unis qui ont tendance à se refermer, rendent extrêmement prégnants nos investissements dans nos industries de défense en général et dans celle de l'innovation en particulier, notamment le spatial, Madame la Présidente. Vous avez parlé de la conférence ministérielle, ce qu'on appelle le CEMI, qui aura lieu le 26 et 27 novembre. La France souhaite garder une ambition importante. Je ne peux pas aujourd'hui vous donner un chiffre parce qu'on est dans les derniers réglages, mais on souhaite évidemment que la France reste une nation spatiale importante. Ce qui est vrai, c'est que les Allemands investissent davantage que par le passé. J'allais dire, tant mieux. On se sentait un peu seul. On a aujourd'hui une Allemagne qui souhaite investir davantage dans le spatial, davantage dans la défense. Ça veut dire que l'Europe, dans son ensemble, investira davantage. Mais vous le savez, derrière chaque contribution française, il y a ce qu'on appelle le retour industriel qui s'en ressent dans nos territoires. Et donc, on va s'assurer qu'on intègre tout ça dans nos propositions qui seront faites à la CEMI. Ce n'est pas le seul lieu où on fait de l'investissement dans le spatial. Vous savez que dans le cadre de France 2030, on a dédié 1 milliard au spatial, qui permet de créer des start-up, qui permettent de les développer. On a aujourd'hui une start-up exceptionnelle qui crée un cargo spatial qui intéresse le monde entier et qu'on va continuer évidemment à développer. Il y a des très beaux exemples d'entreprises françaises qui veulent investir l'espace. Il faut qu'on continue à les accompagner. Vous avez parlé des licornes, Madame la Présidente. Le Président de la République souhaitait qu'on en ait 25 en 2025. On en a 30. On a des licornes en France. Pas seulement industrielles, mais on a aussi des licornes industrielles. Il faut en être fier. Vous avez parlé des start-up. On a des centaines de start-up. Je pense que c'est 2500 de mémoire de start-up dans la deep tech, c'est-à-dire des start-up industrielles qui créent des produits, qui créent de l'emploi, qui créent de l'innovation. Donc là encore, je ne veux pas apparaître trop optimiste, mais je souhaite vraiment, à un moment où la discussion budgétaire est difficile et où on a parfois tendance à se battre la coulpe, reconnaître ensemble qu'on a des entrepreneurs en France qui créent de l'emploi, qui créent de l'innovation et qui sont prêts à conquérir le monde. Et évidemment, du coup, dans le cadre des discussions budgétaires, il ne faut pas l'oublier. On a vu des choses votées à l'Assemblée nationale qui sont votées parce que la majorité est là. Il y a des choses qui sont acceptables. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement, je dirais, de ma chapelle, mais que je comprends. Et il y a des choses qui sont tout bonnement inacceptables. Je l'ai dit aux députés, je le redis aux sénateurs. Imaginer qu'on puisse exporter nos problèmes en taxant le monde entier, c'est tout simplement inconventionnel, inconstitutionnel, et ça risque de se retourner contre nous, puisque l'État devra rembourser si cette disposition poursuivait son chemin. J'ai confiance en vous, avec un État qui devrait rembourser comme c'est arrivé dans le passé. Donc vraiment, moi, ma boussole sur le budget, c'est je suis le garant des grands équilibres. Éviter de trop dépenser, et si on peut continuer à réduire les dépenses, c'est bien. Éviter de trop taxer, et si on peut continuer à en baisser certains, la CVAE en fait partie, dont je rappelle qu'elle est intégralement compensée depuis des années auprès des collectivités locales, intégralement. Et tout ça avec un déficit public qui nous amène vers moins de 3% en 2029 et qui préserve la croissance. On peut faire 50 milliards de dépenses, 50 milliards d'impôts et pas toucher le déficit. Mais ça asphyxiera la croissance française. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je voudrais, si vous me permettez, Madame la Présidente, échanger avec vous un peu sur ma feuille de route, avec 4 priorités stratégiques qui me semblent essentielles. La première, c'est évidemment contribuer à doter la France d'un budget pour 2026. Je n'y reviens pas, mais c'est essentiel. La deuxième, c'est protéger nos citoyens et nos entreprises face aux instabilités mondiales. La protection économique, protéger nos concitoyens, protéger nos producteurs, protéger nos entreprises face à la brutalité des déséquilibres mondiaux. La mondialisation que nous connaissons n'est plus celle d'hier. J'aime à dire que le libre-échange, ce n'est pas une religion, même si certains, Thomas Piketty pour ne pas le citer, nous targuent parfois ou nous citent parfois comme étant des idéologues. Le libre-échange, c'est un ensemble de règles économiques qui ne fonctionnent que si tout le monde joue suivant les mêmes règles. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas être les derniers en Europe à jouer suivant les règles qui avaient été édictées au début des années 2000. Et donc nous avons vraiment une mission importante de protection et d'adaptation des règles du commerce international
à la nouvelle situation géopolitique. Et c'est notamment, évidemment, le cas en Europe. La clause de sauvegarde sur l'acier, les tarifs qu'on a mis il y a un an sur l'automobile, notre capacité à réserver les bonus automobiles aux véhicules faits en France et faits en Europe. Tout ça sont des règles qui ne sont pas tout à fait en phase avec l'idéologie du passé, mais qui permettent de protéger l'industrie européenne face aux attaques et aux coups de boutoir chinois en grande partie, mais aussi un peu américains. On a beaucoup parlé de Chine. Je n'y reviendrai pas. Là aussi, vous avez eu une réponse à une question d'actualité du gouvernement. Au-delà, évidemment, des enjeux majeurs de ces plateformes qui sont capables de changer de collection tous les jours et vendre des produits à des prix littéralement défiant toute concurrence, là, on a changé de dimension depuis quelques jours, avec clairement une plateforme qui dépasse les bornes. Le Premier ministre nous a demandé de prendre des décisions très fermes, et on va continuer à le faire en respectant évidemment la loi que nous avons, que vous avez votée, mais en le faisant de manière extrêmement ferme. Nous allons plaider dans les semaines qui viennent pour la préférence européenne. Nous souhaitons que l'Union européenne protège ses industries avec de la préférence européenne dans les marchés publics. On l'a déjà fait dans le cadre du soutien à l'Ukraine pour quelques secteurs importants, les éoliennes, les batteries, les pompes à chaleur et l'hydrogène. Nous souhaitons qu'on généralise cette préférence européenne. Et vous le savez, dans les discussions qu'on a aujourd'hui au niveau européen sur le fameux objectif de 2035 qui visait à ne vendre que des véhicules électriques en 2035, nous sommes prêts à intégrer un peu de flexibilité demandée par d'autres partenaires européens, mais à condition que cette flexibilité profite aux producteurs européens. On débutera aussi la présidence française du G7 dès le début de l'année. Le président de la République m'a demandé évidemment de traiter les sujets économiques et financiers. Nous devons y défendre les intérêts économiques de l'Union européenne, une vision équilibrée de la mondialisation. Il y a des déséquilibres énormes entre les trois grands blocs que vous connaissez, États-Unis, Chine et Union européenne. Il faut qu'on arrive à échanger avec nos partenaires de manière à, j'allais dire, ça va sans dire, mais ça va mieux en disant, les reconnaître, ces déséquilibres. Aujourd'hui, un des trois, qui est plutôt situé à l'Est, considère qu'il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème aujourd'hui. Il y a des déséquilibres mondiaux importants. Il faut les traiter. Il faut aussi, et ça c'est mon troisième point, renforcer notre souveraineté, notre attractivité industrielle, technologique et numérique, avec du côté de la souveraineté industrielle et technologique, je l'ai dit en réponse tout à l'heure à un de vos collègues, on a près de 500 nouvelles usines qui ont été soit ouvertes, soit accrues dans leur capacité de production, quand on les compare à celles qui ont été fermées. J'allais dire c'est bien, c'est mieux que rien, c'est même plutôt beaucoup comparé à ce qu'on a vu dans les années précédentes, mais c'est insuffisant. Et ce mouvement, il se ralentit, en partie du fait des incertitudes politiques dont je parlais tout à l'heure, et en partie aussi du fait des incertitudes économiques. Et pour ça, pour continuer ce mouvement, il faut utiliser à fond les investissements dans la défense qu'on fait aujourd'hui. Nous travaillons là aussi avec nos partenaires européens pour que les investissements dans la défense aient aussi une priorité européenne. Vous le savez, nous on achète français, beaucoup. Nos partenaires européens, ils achètent américains, beaucoup trop. On n'a rien contre l'industrie de défense américaine, ils font des choses très bien. Nous aussi, les Allemands aussi, de plus en plus, les Italiens aussi, de plus en plus. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, ce qu'on appelle la base industrielle de technologie de défense, la BITD. C'est une priorité absolue. Et j'échange régulièrement avec Madame la ministre Vautrin pour que, au-delà de la BITD, qui est déjà un écosystème extrêmement puissant, des grandes, des moyennes, des petites entreprises, on puisse avoir des entreprises qui ne sont pas nécessairement dans le secteur de la défense, mais qui puissent aussi profiter de ces investissements importants. Ce ne sont ni les dividendes de la paix, ni les dividendes de la guerre. On n'est pas en guerre, mais on n'est plus tout à fait en paix. Mais on doit tirer les dividendes de ces investissements massifs dans notre souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas le repli. Nous avons des filières exportatrices exceptionnelles. Exceptionnelles. L'aéronautique, l'agroalimentaire, le vin, le luxe, le cosmétique, les technologies environnementales. Il faut qu'on continue à investir dans ces secteurs, dans ces branches. Et il faut qu'on s'assure du coup que sans naïveté, la France reste ouverte à l'importation de manière à ce qu'on puisse continuer à exporter. Il faut simplifier, il faut investir, il faut les accompagner à l'export, il faut défendre nos appellations, je sais que vous y êtes sensibles, dans les accords commerciaux, on y reviendra sans doute dans les questions. Quatrième élément important de notre feuille de route, évidemment, c'est construire notre souveraineté énergétique de demain. L'énergie, c'est le nerf de la guerre. Sans énergie, en volume, pas cher et décarboné, on n'y arrivera pas.
Parce que si on souhaite faire de l'industrie à l'ancienne, comme le font encore un certain nombre de pays émergents, on ne pourra pas les concurrencer. Et donc, il faut qu'on investisse dans la décarbonation de cette industrie ancienne. Il faut qu'on investisse dans les industries vertes de demain. Et pour ça, il faut beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie nucléaire, beaucoup d'énergie renouvelable, qu'on ait aussi toutes les infrastructures qui vont avec. C'est un défi majeur. Vous recevez sans doute régulièrement le président de RTE. Il faut que la grille accompagne tout ça, et c'est vraiment très important. Et donc j'entends les questions notamment du sénateur Grémillet, mais d'autres, monsieur le rapporteur, qui est là, monsieur le rapporteur, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je ne suis pas en mesure encore de vous dire exactement la manière dont on va avancer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avancer. Et ce que je peux vous dire solennellement, c'est qu'on va avancer avec vous et avec les députés. Avec les complexités, reconnaissons-le quand même, de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui rend les débats sur la programmation pluriannuelle de l'énergie compliqués. Vous avez vu la lecture de votre proposition de loi, monsieur le sénateur, à l'Assemblée nationale. Elle en est sortie pas mal déformée. Donc on va vraiment travailler là-dessus avec vous. Moi, je vais vous revenir très vite, à l'automne. Donc, vous connaissez les dates calendaires. Et vraiment, je m'engage à la fois dans nos échanges informels qu'on doit avoir avec les uns les autres et dans les échanges plus formels qu'on aura avec vous, à faire avancer les choses en tenant compte de vos avancées. Tout ça pourquoi? Pour faire de la décarbonation un levier de réarmement industriel. On a besoin de décarboner l'industrie traditionnelle. On a aussi besoin de développer les nouvelles industries. Dans les ouvertures d'usines dont je parlais tout à l'heure, en net, c'est essentiellement aujourd'hui dans les secteurs de l'industrie verte qu'on crée des usines et qu'on accroît la taille des usines. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire de l'écologie un modèle industriel et qu'on peut faire de l'industrie un modèle écologique. Il faut arrêter d'opposer les uns et les autres. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour que l'Europe soit le premier continent décarboné et que ça se fasse non pas par la décroissance ou la contrainte ou la norme, mais bien par un développement et un modèle industriel ambitieux. Je ne serai pas beaucoup plus long, Madame la Présidente. On fait face à des défis considérables. Considérables. Moi, je suis persuadé, comme je l'ai vu quand j'étais président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qu'en votre sein, on peut trouver des consensus sur ces grands sujets. On ne sera pas toujours d'accord sur tout, mais je pense que sur la volonté commune de faire de la France et de l'Europe une grande nation et un grand continent industriel, écologique, social et conquérant, on doit pouvoir se retrouver. Et c'est vraiment ce que je souhaite qu'on fasse en s'appuyant sur les piliers de mon ministère. Je n'ai pas beaucoup parlé de numérique, c'est essentiel. L'intelligence artificielle, c'est à la fois ce qui va nous permettre d'assurer la compétitivité et la productivité tout en maintenant notre modèle social. C'est aussi ce qui va nous permettre d'être plus efficaces, y compris dans la production énergétique. Et donc, du côté de l'industrie, du côté de l'énergie, du côté du numérique, franchement, moi, je serai à vos côtés et j'espère que vous serez au mien pour qu'ensemble, on puisse faire de la France une grande nation industrielle, souveraine et conquérante. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos pour le moins volontaristes, optimistes. Maintenant, on va voir et on jugera assez rapidement sur pièce et au fur et à mesure de l'état d'avancement du budget, bien évidemment les débats budgétaires, mais aussi d'un certain nombre de sujets, dont celui de l'énergie. Alors, je vais d'abord passer la parole à nos rapporteurs qui sont en lien avec votre portefeuille ministériel. Donc, j'ai cité Daniel Gremillet pour l'énergie, Christian Redon-Sarrazy pour l'industrie et Martine Berthet pour le compte spécial de participation de l'État. Vous pourrez ensuite leur répondre et on ouvrira très largement les questions. Il y en a beaucoup, donc concision s'il vous plaît. Daniel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, chers collègues, le gouvernement a mis fin au bonus écologique pour l'achat d'un véhicule propre. Cette aide est désormais financée par le dispositif des C2E. Ne craignez-vous pas que la hausse des obligations d'économie d'énergie imposées aux fournisseurs du secteur n'entraîne dès 2026 une hausse significative des factures énergétiques? Par ailleurs, dans le cadre de la réforme post-ARENH, le gouvernement propose de désigner RTE comme affectataire du versement nucléaire universel, taxe qui sera ensuite reversée aux fournisseurs d'électricité pour compenser la minoration du prix de l'électricité appliqué aux consommateurs. Ces mêmes consommateurs seront financièrement incités
et déplacer leur consommation des mois de forte tension sur le système électrique vers les mois de plus faible tension. En pratique, comment les entreprises pourront-elles déplacer leur production des mois d'hiver vers les mois d'été? Même question pour les particuliers s'agissant du fonctionnement de leur chauffage électrique ou de leur électroménager. En clair, ça serait quand même terrible, notamment pour les particuliers, qu'on les incite plutôt à chauffer les piscines qu'à chauffer leur propre logement durant l'hiver. Et au niveau industriel, c'est la même chose. Merci Daniel. Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Présidente. Tu as mis ton micro, Christian? Monsieur le ministre, donc notre présidente a souhaité, en introduisant cette audition, prendre l'exemple du secteur spatial afin de vous interroger sur le risque d'un déclassement brutal de la France, susceptible d'entraîner des milliers de suppressions d'emplois. Moi, je voudrais élargir cette question à toute l'industrie. En effet, en tant que rapporteur pour avis, je ne vous cache pas mon inquiétude face à ce projet de budget pour 2026. Un chiffre m'a frappé en lisant le projet de loi de finances. C'est la première fois que nous descendons en dessous du seuil symbolique du milliard d'euros, avec seulement 941 millions d'euros en crédit de paiement à destination de l'action 23, qui regroupe des crédits d'intervention pour l'industrie. Bien sûr, cette action ne reflète pas la totalité des moyens accordés à la politique industrielle de notre pays, mais c'est tout de même un très mauvais signal adressé à notre économie. Vous êtes ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Mais quelle souveraineté industrielle entendez-vous défendre exactement? S'agit-il de la souveraineté européenne? Nous savons qu'ici, l'Union européenne ne sait protéger ni notre agriculture ni notre industrie. S'il s'agit de la souveraineté industrielle nationale, les montants contenus dans le projet de loi de finances et que j'ai évoqués devraient tous nous plonger dans un abîme de perplexité. Je voudrais, Monsieur le ministre, conclure avec une dernière question. Comment, sans moyens, notre industrie peut-elle survivre dans une économie ouverte et globalisée, mais aussi de plus en plus asymétrique? Je rappelle à cet égard que sous la menace de tarifs douaniers américains, l'Union européenne a conclu le 28 juillet dernier avec les États-Unis un accord commercial qui nous conduira ainsi à ouvrir encore davantage nos marchés. Merci. Martine Berthet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je suis donc rapporteur pour avis sur le compte d'affectation spéciale participation financière de l'État. Les documents budgétaires prévoient pour 2026 et pour les années suivantes une certaine normalisation du fonctionnement du CAS, appelé à être de moins en moins sous perfusion du budget général de l'État. Dans le même temps, les produits des cessions d'actifs ne sont plus fléchés vers le désendettement et c'est heureux car ce sont les efforts structurels qui permettront de réduire la dette. En outre, dans un environnement géopolitique et économique de plus en plus incertain, la prise de participation directe de l'État dans des entreprises stratégiques, notamment de la défense ou du numérique, est une indiscutable garantie qu'elles ne seront pas captées par des acteurs extra-européens. J'aurais deux questions. Alors, tout d'abord, quelle est la doctrine d'intervention de l'État en matière d'industrie de base? Dans ce cadre-là, je parle. Je pense en particulier à la chimie ou à la sidérurgie, dont le maintien en France conditionne la survie de pans entiers de l'industrie française. J'en profite pour faire une petite parenthèse et repointer le coût crucial de l'énergie de ces entreprises grosses consommatrices de cette matière première. Je vous rappelle votre déplacement à Saint-Jean-de-Maurienne pour signer le renouvellement du contrat de Trimet Aluminium avec EDF, mais d'autres attendent toujours. Ferroglobe, MSSA Métaux Spéciaux, Tokai Carbone Savoie, Ugitech, rien que pour la Savoie. Ma deuxième question concerne... à l'heure où l'on parle de plus en plus de souveraineté européenne, notamment en matière de défense, cela a-t-il encore un sens d'intervenir chacun en ordre de marche séparé plutôt qu'au niveau européen, a fortiori lorsque nos moyens deviennent de plus en plus contraints? Je vous remercie. Voilà, Monsieur le Ministre, pour répondre à nos trois rapporteurs pour avis. Merci à tous les trois. D'abord, Monsieur le rapporteur Gamillet, donc le bonus n'est pas terminé, hein. Vous l'avez dit dans votre question, le gouvernement a mis fin au bonus écologique. Non, le bonus permet, notamment par son recentrage sur les véhicules qui sont faits suivant des critères écologiques sains, d'être recentré sur les véhicules, en fait, à une exception près, faits en Europe, ce qui permet de faire en sorte qu'aujourd'hui, la part de marché des véhicules chinois sur l'électrique est passée de plus de 60% à moins de 20%. On a aujourd'hui 80% des véhicules électriques achetés en France qui sont faits en France et en Europe. Le premier véhicule électrique vendu en France, c'est la Renault 5. Elle est faite à Douai et on peut s'en féliciter. Là où vous avez raison, c'est qu'on a changé le mode de financement.
et qu'on a souhaité utiliser les C2E dans le cadre de leur 6e période, donc les certificats d'économie d'énergie, que vous connaissez tous, pour assurer, en fait, dans la durée, un certain nombre de financements. Vous le savez, hein, les financements budgétaires, ça va, ça vient. Les C2E, qui sont assis sur un certain nombre de consommations d'énergie, ça va et ça reste. Et donc, moi, je trouve que c'est un bon outil. Vous avez raison, le risque, c'est que si on fait payer trop de C2E à des consommateurs d'énergie, ou en tout cas des entreprises qui distribuent de l'énergie carbonée, qu'on se retrouve in fine avec la facture finale qui monte. Et ça, on y est très sensible, on y est particulièrement vigilant, on suit ça de très près. Le risque, c'est qu'effectivement, la hausse de 25% du niveau d'obligation peut influer à la hausse. Il y a aussi des nouveaux gisements C2E, vous les connaissez, hein, notamment dans les transports, dans l'industrie. Et ça peut jouer à la baisse sur les prix. On va évidemment être extrêmement vigilant sur les histoires de fraude. On va renforcer la lutte contre la fraude à la rénovation énergétique via des moyens techniques humains supplémentaires. On va maintenir l'ambition écologique tout en accompagnant les ménages modestes. C'est essentiel. Et donc on a, je pense, tout un arsenal qui va nous permettre, j'espère, de continuer à soutenir la transition écologique en évitant effectivement que ce soit les personnes les plus difficiles qui payent, que ce soit des ménages ou des entreprises d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises dites polluantes qui ont tendance à financer une partie de tout ça. Monsieur le sénateur Redon-Sarrazy, et je vais vous répondre et en profiter pour répondre en partie à une des questions de Madame la sénatrice Berthet. Oui, alors voilà, ça va me permettre, effectivement, cette question-là, en fait, elle était en filigrane dans vos 3 questions. Donc on avait un ARENH qui était critiqué par tout le monde, mais qui permettait quand même à des grands industriels d'avoir de l'énergie pas trop chère, décarbonée, et qui permettait, dans les moments difficiles, notamment au moment de la crise en Ukraine, de bénéficier de cette énergie décarbonée. Vous le savez, on s'était engagé auprès de la Commission européenne à passer à autre chose. Moi, j'ai signé avec Bruno Le Maire un accord avec EDF à l'époque sur notamment les CAPN, un contrat d'allocation de production nucléaire à coût compétitif pour les grands industriels. On en avait signé un, vous vous en souvenez, Madame la sénatrice, puisque c'était à Saint-Jean-de-Maurienne, entre EDF et un de vos producteurs locaux, qui s'avérait aussi avoir EDF à son capital. Donc ceci explique peut-être cela. EDF à l'époque avait mis le paquet sur ce CAPN pour montrer que ça existait et les autres attendaient. Franchement, on a changé de monde, on a changé de volume et on a changé de dynamique. Aujourd'hui, EDF a compris qu'être détenu à 100% par l'État, ça supposait de faire un certain nombre d'efforts commerciaux, on va dire comme ça, parce que c'est une entreprise qui reste une entreprise commerciale, pour aider notre industrie à rester industrielle. Parce que si l'industrie s'en va, il n'y aura plus de revenus pour personne, y compris pour EDF. Donc on est dans une phase d'accélération de signature des CAPN. Il y a un certain nombre de modèles qui sont faits autour des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire qui doivent être aussi développées. Mais franchement, j'espère que vous l'entendez, vous, sur vos territoires. Si ce n'est pas le cas, remontez-nous ça. EDF a changé un peu d'attitude sur ce sujet important. Sur la politique industrielle qui ne se résout pas ou qui ne se réduit pas seulement à une ligne budgétaire. Vous le savez, vous l'avez voté et je l'avais porté, le crédit d'impôt industrie verte, ça marche. Ça ne coûte pas très cher, mais ça aide à installer des usines en France. On va installer des usines de panneaux solaires en France qui, j'espère, vont répondre aux besoins croissants d'installation de panneaux solaires en Europe. Sans le crédit à impôt industrie verte, ça ne serait jamais arrivé. Et j'en profite pour vous dire que j'espère que ce crédit d'impôt industrie verte va être maintenu, voire même renforcé ou rétabli à l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez tout mon soutien. La baisse de la CVAE, ça permet évidemment de renforcer ces 300 000 entreprises, la CVAE. 300 000 entreprises qui sont essentiellement des PME, des ETI industrielles. Donc ça, c'est un choix stratégique qu'on a fait pour continuer à soutenir l'industrie. Il faut aussi qu'on se concentre, j'ai eu l'occasion de le répondre en question d'actualité, sur les dossiers difficiles. On développe l'industrie qui va bien, il faut mettre le paquet là-dessus, innovation, intelligence artificielle, décarbonation, crédit d'impôt, industrie verte, etc. Il faut aussi, et Sébastien Martin en est conscient, ça fait partie de sa feuille de route, c'était la mienne quand j'étais à l'industrie, s'occuper des entreprises qui vont mal. Ça ne veut pas dire qu'on s'ouvre à tout le monde, mais que quand on a un business plan correct, quand on a un repreneur qui est prêt à mettre de l'argent, on accompagne, et ça, c'est clairement sa feuille de route.
Sur les participations de l'État, Madame la sénatrice, on a clairement vocation à investir via l'Agence des participations de l'État dans 3 types d'entreprises. C'est une doctrine qui a été élaborée, à laquelle je souscris. Un, les entreprises stratégiques, qui contribuent à l'indépendance de la France, à la défense de sa souveraineté. On vient de parler de notre grand électricien, évidemment, il en fait partie. Des entreprises qui participent à des missions de service public ou d'intérêt général. Et des entreprises en difficulté, c'est arrivé, en évitant évidemment de le faire de manière systématique, mais quand il y a un risque systémique lié à une entreprise, on l'a fait à quelques occasions, il faut qu'on puisse y intervenir. Cette décision d'acquisition ou de cession de l'État, ce n'est pas des décisions individuelles. Elles doivent s'inscrire dans une stratégie patrimoniale plus large, dont le cadre dépasse le seul cadre budgétaire. C'est une vision long terme, avec des portefeuilles complémentaires. La Caisse des dépôts, BPI France et l'Agence des participations de l'État, dont j'ai la tutelle. Le Premier ministre a souhaité engager une réflexion sur la cohérence de tout ça, y compris avec certaines entreprises dont on considère peut-être parfois que le fait que l'État soit à leur capital devrait peut-être les conduire à avoir des relations commerciales un peu différentes avec les fournisseurs et l'ensemble de la structure. Donc on est vraiment dans une logique ambitieuse. Alors vous avez évoqué quelques secteurs qui sont très cycliques, extrêmement cycliques, et dans lesquels moi je considère que l'État ne doit y intervenir qu'avec une main tremblante. La chimie fait face à des défis incommensurables. Le vrai défi de la chimie aujourd'hui, c'est la concurrence imparfaite, déloyale, malsaine, qui vient d'un certain nombre de pays. Ça, il faut qu'on travaille avec l'Europe. Il y a les normes, j'ai entendu ça. Il faut qu'on simplifie les normes, tout en préservant évidemment la planète et la santé de nos concitoyens. C'est des industries un peu compliquées. Mais attention, je pense à des vœux pieux. Parfois, on nous dit nationaliser ceci, nationaliser cela. Moi, je suis un peu inquiet là-dessus, même si je sais que je ne serai pas forcément d'accord avec tout le monde. N'est-ce pas, Monsieur Gay? Oui, oui, j'en doute pas, j'en doute pas. J'espère avoir traité toutes les questions. Allez, on attaque les questions de nos collègues. On commence par Fabien Gay. Ah, il arrive vite en plus. Ouais. Bon, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Une réflexion, moi je vous écoute avec attention, avec respect, on se connaît depuis longtemps. Vous appelez à la responsabilité, à trouver un compromis avec les gens raisonnables qui voudraient bien se mettre autour d'une table. Mais dans le récit que vous déployez, vous avez oublié une seule chose. C'est qu'il y a un an, vous avez perdu les élections. Et je ne connais aucun pays démocratique. Aucun. Mais peut-être, allez-vous m'en citer un, où lorsqu'on est ministre et que l'on perd les élections, on le reste et on continue la même politique. Et je suis assez sérieux lorsque je dis ça. Parce que moi, je suis prêt à ce qu'on trouve et dégage un compromis. Mais je suis bien obligé de regarder ce qui se vote et ce que vous soutenez. Par exemple, j'ai entendu M. Jean-Pierre Farandou expliquer qu'on allait diviser par 2 l'enveloppe de la prime de Noël avec quelque chose qui apparaîtrait de bon ton, c'est de dire les gens qui n'ont pas d'enfants à charge, on leur supprime la prime de Noël. Au RSA, 646 € par mois. La prime de Noël, c'est 150 €. Mais ces gens-là, ils ont droit aussi à un petit bonheur en fin d'année. Puis peut-être qu'ils peuvent avoir des neveux, des nièces, des grands-parents, et avoir un peu envie de faire un bon repas et de faire quelques cadeaux. Et de l'autre côté, et je suis assez sérieux, un refus, non pas, j'entends, taxer les entreprises, mettre à bas l'économie, taxer 1800 milliardaires. C'est-à-dire, on peut être en désaccord, mais le choix politique que vous faites, c'est de raboter 200 millions sur la prime de Noël pour ceux qui ont 646 € et qui n'ont pas le droit à des petits bonheurs tout au long de la vie, et refuser de taxer. Attendez bien, parce que j'entends, Philippe Ayot, mais genre, la taxe Zuckman, c'est aussi 7 prix Nobel qui le défendent. Refuser de taxer 1800 milliardaires à 2% au-dessus. Donc, je vous le dis tranquillement, quel compromis? Où va-t-on? Et puis la deuxième question, très vite. Hier, j'étais à un meeting de soutien avec ArcelorMittal. J'entends, pas nationalisation. Vous l'avez dit au Sénat avec notre groupe et l'ensemble de le groupe de gauche. Ça va revenir le 27 novembre dans une niche de la France insoumise. Sauf que, bon, Arcelor, on les connaît. Hein. Il y a eu Gandrange,
avec les trahisons qui vont aller avec. On a eu Florange. Et là, juste une question. Pour décarboner les 2 hauts fourneaux, il faut construire, c'est simple, une ligne à haute tension entre Gravelines et évidemment les 2 hauts fourneaux. J'étais avec les salariés de la centrale de Gravelines hier, camarades de la CGT. C'est eux qui le font, hein, parce que c'est eux qui le font. Ben c'est en arrêt. Il n'y aura pas la ligne à haute tension. Donc, la question est, le pouvoir politique, il ne peut pas fermer les yeux sur ça. Mittal ne veut pas décarboner, il ne le fera pas. Et on le connaît. Donc, est-ce que nous laissons à l'horizon 2030 Mittal fermer encore 3 hauts fourneaux, ou est-ce qu'on prend une autre solution? Vous ne voulez pas la nationalisation, mais quel chemin? Parce que si on laisse faire, et si vous le savez très bien, si dans les 6 prochains mois, on ne commence pas à mettre de l'argent sur la table pour décarboner les 2 hauts fourneaux, ça ne sera jamais prêt en 2030. Vous voyez? Ça, c'est une question basique. Et quand on parle avec les salariés, eux, ils ne nous racontent pas la lune, ils nous disent les faits. Et pour l'instant, les faits, c'est que dans 6 mois, il n'y aura jamais la décarbonation. Merci Fabien. Philippe Grosvalet. Merci, Monsieur le Ministre. Comme ministre de l'Industrie, vous êtes venu à Saint-Nazaire. Vous avez pu constater le dynamisme industriel, y compris d'entreprises anciennes qui s'engagent dans des industries d'avenir et dans la transition énergétique. Je vous dis cela parce que tout cela est évidemment le fruit conjoint d'acteurs multiples. D'abord les entreprises elles-mêmes, mais aussi les acteurs locaux. Et parmi ces acteurs locaux, il y a bien sûr nos collectivités locales, mais il y a aussi les chambres consulaires. Et je voudrais parler spécialement des chambres de commerce et d'industrie. Comme quoi on peut être de gauche et défendre les représentants des entreprises pour peu qu'elles participent équitablement à la solidarité nationale. Alors ma question est simple. Vous avez ponctionné 100 millions d'euros l'an dernier sur la trésorerie des CCI. Et dans le projet de loi de finances, il est prévu non pas un coup de rabot, mais je considère une quasi-décapitation d'un réseau indispensable sur nos territoires de 175 millions. Je rappelle que les CCI, bien sûr, accompagnent les entreprises, mais elles participent à côté de nos collectivités locales à la définition et à la mise en œuvre de stratégies de très long terme sur nos territoires. Et c'est ce que vous aviez pu constater en venant à Saint-Nazaire. Merci, Monsieur le Ministre. Henri Cabadel, juste à côté. Henri. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je ne suis pas un spécialiste des finances et je m'applique à essayer de comprendre et je me pose toujours la question dans ce pays, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai du mal à faire les corrélations entre les dépenses et les recettes, pourtant il y en a. Un exemple, nous recevions le 8 octobre le président de la Fédération française du bâtiment, ici même dans cette commission, qui nous a démontré qu'à travers la prime Rénov', quand l'État mettait 1, ça rapportait 5. Alors j'aimerais vous entendre si c'est vrai ou pas. Et si oui, pourquoi donc diminuer les critères de la prime Rénov' et de se limiter à 13 000 dossiers par an? Les élus de territoire que nous sommes savent que ce n'est pas l'investissement qui coûte le plus cher, mais bien le fonctionnement. Et dans ce pays, nous comptons pas moins de 1200 agences publiques qui, dans leur fonctionnement, coûtent plus de 80 milliards d'euros par an. Certaines pas connues du grand public, même de nous. Je ne veux pas vous piéger, monsieur le ministre, mais est-ce que vous savez ce que c'est que le CEREC? Non. Bien. Donc, le CEREC est chargé de faire des études et des recherches sur la qualification. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Est-ce que nous avons besoin de toutes ces agences? Non. Est-ce qu'il n'y a pas là de larges économies à faire, parce que bien souvent, il y a des agences qui traitent du même sujet. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Monsieur le ministre, c'est à vous. Alors, merci à tous les trois. Monsieur le sénateur Fabien Gay, nous n'avons pas gagné les élections. Moi, j'ai gagné la mienne quand même. J'ai été élu 3 fois de suite. Et je peux vous dire, vu les résultats des élections européennes, ce n'était pas gagné. Et moi, j'ai été réélu en disant exactement à mes électeurs ce que je vous ai dit dans l'introduction. On va devoir travailler avec toutes celles et ceux qui souhaitent que la France avance. Et je considère que vous faites partie de cela, monsieur le sénateur Gay. Donc il n'y a pas d'idéologie dans ma réponse. Mais vous n'avez pas gagné non plus. En fait, quand on regarde, je vous laisse vos jugements d'alerte. Non, mais
Troisième, ça dépend comment vous mesurez. Enfin, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque le NFP, soit un flanc bien monté, quoi. Ça ressemble plutôt à une pièce démontée, quand même, ces temps-ci. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans, moi. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, dans tous les groupes parlementaires, sauf la France Insoumise et sauf le Rassemblement National, il y a des députés qui ont décidé de ne pas voter la censure. Et je sais bien que le député communiste qui n'a pas voté la censure, il n'est pas d'accord avec moi sur grand-chose. Les députés écologistes qui ont décidé de ne pas voter la censure, ils ne sont pas d'accord avec moi sur grand-chose. Et qu'ailleurs non plus, chez les socialistes, voire même dans la droite républicaine, voire même en notre sein, il y a des désaccords profonds. Mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien obtenu et qu'il n'y a pas eu de compromis. La suspension de la réforme des retraites, est-ce que ça m'a fait plaisir? Je peux vous dire non. Et le Premier ministre l'a fait. Est-ce que je suis content qu'il l'ait fait? Je peux vous le dire oui. Parce que c'est le prix de la stabilité politique. Moi, j'ai déposé un amendement à l'Assemblée nationale, monsieur le sénateur, introduisant une surtaxe exceptionnelle de 2 milliards en plus par rapport aux 4 milliards qui étaient en budget. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Mais je l'ai fait parce que j'étais convaincu que si on souhaitait avancer sur des dépenses qui avaient déjà été votées et d'autres qui risquaient de l'être, l'année blanche, sur les retraités, sur les minima sociaux, si vous voulez la rétablir, allez-y. Hein. Je pense qu'on aura du mal. Il fallait en face qu'on mette des recettes. Donc, non, moi, des compromis, j'ai l'impression d'en avoir fait pas mal. Et des victoires, il y en a un certain nombre qu'on a eu ces derniers jours. Est-ce qu'ils les revendiquent suffisamment? J'en sais rien. Ça, c'est à eux de voir. Mais franchement, je ne peux pas vous laisser dire qu'on n'a rien fait. Zucman, ce n'est pas un compromis, c'était à prendre ou à laisser. Les 7 prix Nobel dont vous parlez et qui la soutiennent, il n'y en a pas un qui paye ses impôts en France. Philippe Herguillon, lui, il les paye. Non, mais Philippe Herguillon, lui, il les paye en France. Non, mais c'est important. Non, mais je suis désolé. C'est un argument au sens où, si on avait un impôt mondial sur l'ensemble des... On vérifiera, enfin non, on vérifiera pas, parce qu'il y a un secret fiscal, mais en tout cas, elle enseigne aux États-Unis. Elle enseigne aux États-Unis. Mais je veux citer personne. Le sujet n'est pas là. Un impôt sur les grandes fortunes, les ultra-riches, quelle que soit la manière dont vous l'appelez, s'il touche l'outil de production, l'outil de production ira ailleurs. Les usines partiront peut-être pas. Mais si vous demandez, on a beaucoup parlé de Mistral et tout, mais moi je parle d'une entreprise de taille intermédiaire dans les territoires, qui fait de l'agroalimentaire, qui est détenue par une famille de génération en génération, qui sans doute gagne bien sa vie, quelques centaines de millions d'euros par an, peut-être même 1 ou 2 millions. Si vous leur dites de payer, mais si, parce qu'ils ont du capital, ces gens-là. Ils détiennent une entreprise, et j'allais dire tant mieux pour eux, leur fortune va sans doute au-delà des 300 millions d'euros de capital proposé par Gabriel Zucman comme un minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils doivent vendre des parts de leur entreprise pour payer l'impôt Zucman, ils le vendront soit à l'État, donc ça c'est l'hypothèse Zucman, donner 2% à l'État, ça donnerait du travail à Madame la rapporteure et à l'APE, mais franchement, ce n'est pas le rôle de l'État que prendre 2% dans tout le capital des entreprises de taille intermédiaire françaises. Soit il les vendra à l'international. Donc moi, j'entends la demande de justice fiscale. Et là encore, monsieur le sénateur, dans ce qui a été voté à date à l'Assemblée, il y a 5 milliards d'impôts en plus sur les gens qui sont très aisés. Riches, ultra riches, super riches, vous les appelez comme vous voulez. Ils sont pas mal... Je vais utiliser ce mot-là, chargé. Alors, attention, mais vraiment, je crois à la justice fiscale, je suis intimement persuadé que le modèle français, quand j'entends Bernie Sanders qui défend des choses aux États-Unis, et que je l'écoute vraiment bien, je me dis, au fond, ce qu'il défend, c'est le modèle français pour les Américains. Ce n'est pas le modèle de M. Zucman. Donc, qu'on puisse inspirer le monde, peut-être, mais en tout cas, préserver ce modèle social qui est fondé à la fois sur la prospérité et la solidarité nationale, oui. Mais attention, à pas casser l'outil, quoi. Vraiment pas casser l'outil. Bon, sur Arcelor, moi, je connais bien le dossier, je les ai suivis, je les suis toujours. On est en négociation difficile avec eux, je ne vous le cacherai pas. Mais c'est un grand champion industriel mondial qui sait faire tourner des aciéries. Je pense que tous les salariés avec lesquels vous échangez, ils le reconnaîtraient. Et donc, on a un sujet de subvention de la décarbonation. Et il n'est pas seulement en France. ThyssenKrupp, c'est la même chose. Si on n'est pas capable de subventionner à hauteur de 900 millions la décarbonation, et on leur a dit oui, et je peux vous dire, ça a été une négociation difficile, c'est moi qui l'ai menée. Si on n'est pas capable
de fournir de l'énergie décarbonée en volume et pas cher, ils partiront. Et là, j'entends votre question sur la ligne. Franchement, je n'ai pas la réponse, et donc on vous y reviendra. Donc, non mais en fait, je vais être très clair. Je vais en parler avec le président de RTE et je vais m'assurer qu'il est bien que cette ligne importante est bien dans le plan de développement de RTE. La troisième condition, monsieur le sénateur, c'est la clause de sauvegarde. Il faut que la Commission livre ceux qui sont engagés à livrer en septembre dernier, avant la fin de l'année, qui est que l'Europe puisse protéger ses aciéries contre une concurrence déloyale aujourd'hui qui vient d'Asie. Moi, je suis persuadé qu'on peut y arriver, monsieur le sénateur. Il y a des centaines et des centaines de salariés chez ArcelorMittal. On est dans un bassin industriel qui est en renaissance. Il faut continuer à investir là-dedans et on va le faire. La Loire-Atlantique est un autre bassin industriel de qualité. On a eu l'occasion ensemble de visiter les chantiers navals, monsieur le sénateur. Et il faut qu'il continue à se développer. Les assises de la mer étaient hier, je pense, ou avant-hier, avec le président de la République qui a annoncé qu'on allait continuer à développer cette économie. On n'était pas en Loire-Atlantique, mais bon, on n'en était pas très loin. Et on va continuer à le faire. C'est une économie extrêmement importante. Vous m'interrogez sur les chambres consulaires. Et je ne vais pas vous dire que c'est facile pour eux ces temps-ci. Mais vraiment, et je les vois demain, je pense. Je vois à la fois le président de CCI France et le président des CMA pour échanger avec eux, à la fois en toute franchise, toute transparence. Mais j'entends les leçons sur il faut qu'on baisse les dépenses, mesdames et messieurs les sénateurs, mais tout le monde va devoir faire des efforts. Alors il faut qu'on travaille sur les agences, je le reconnais bien volontiers. Je vais me faire fournir le rapport de la commission d'enquête de la sénatrice Lavarde pour le lire en détail. Il y a sans doute des économies à faire ici ou là. Mais on ne peut pas dire que les agences de l'État doivent faire le boulot et les chambres de commerce, même si elles ont déjà fait beaucoup d'efforts, et les chambres d'artisanat ne peuvent pas en faire. Il y a des enjeux de rapprochement qu'il faut regarder dans certains territoires. Il y a des enjeux encore peut-être d'économie à faire ici ou là. Il y a peut-être des enjeux, on l'avait fait, on l'avait dit, je ne suis pas sûr qu'on soit allé jusqu'au bout, sur le fait qu'elles peuvent développer des activités plus commerciales qui vont leur apporter des ressources propres. Franchement, face au mur auquel on fait face, il faut que tout le monde se retrousse les manches. Et je pense qu'ils sont prêts à le faire. En tout cas, je les vois demain et c'est ce qu'on évoquera avec eux. Sur la prime rénov', on a eu des plaintes. Vous en avez eu des plaintes sur le fait que c'était parfois un peu open bar. Donc on a recentré. C'est vrai qu'on a levé le crayon, je pense, à l'été dernier. Ah oui, fin juin, pour reprendre fin septembre. Fin juin, pour reprendre fin septembre. Et entre-temps, enlever l'isolation par les murs et les chaudières. On l'a recentré pour qu'il soit plus efficace. Moi, non, mais on peut sourire, mais c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Donc attention aux fraudes, je pense que là, on va mettre le paquet. Et attention, on en a assuré le financement plus durable via les C2E, donc on en pérennise le financement. Moi, j'y crois à ce dispositif, messieurs et mesdames les sénateurs. Mais attention, il faut que ce soit efficace économiquement, quand le bâtiment va, tout va, mais il faut aussi que ce soit efficace environnementalement. Il faut qu'on s'assure qu'on ait effectivement, à la fin de la journée, des maisons bien isolées qui économisent des gaz à effet de serre. Sinon, on aura dépensé beaucoup d'argent. Vous savez que quand on regarde le prix de l'euro de la tonne de carbone évitée, c'est le bâtiment, c'est le plus cher. Ça coûte une fortune d'éviter des tonnes de carbone dans le bâtiment. C'est normal. Les copropriétés, les bâtiments anciens, les petites maisons individuelles, c'est normal. Mais la moindre des choses, c'est qu'on s'assure que ces euros ils soient bien dépensés, pas de fraude, et bien efficaces, impact sur les gaz à effet de serre, de manière à ce qu'on ait effectivement des rénovations efficaces. C'est pas facile, mais on va continuer à le faire. Alors, je vais appeler les 3 questions qui viennent, et ensuite je laisserai Daniel venir à ma place, si tu veux bien. Antoinette Gull. Oui. Monsieur le ministre, Duralex, La Meusienne, Bergère de France, Scopit, voilà le nom de 4 entreprises qui ont été rachetées par leurs salariés pour éviter tout simplement la fermeture. Alors Duralex, a réalisé, pas plus tard qu'hier, une levée de fonds importante auprès des Français qui témoigne quand même, j'allais dire, d'une forme de plébiscite. Non. Je
Vous m'écoutez, monsieur le ministre ? Oui, je vous écoute. D'une forme de plébiscite par les Français, puisqu'ils ont eu bien plus que ce qu'ils attendaient. Je voulais savoir, monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour permettre la reprise d'entreprise, qui est quand même un sujet important aujourd'hui, la reprise d'entreprise par les salariés, et en particulier, puisque vous disiez que vous pilotiez BPI, eh bien, de savoir quels sont les outils que vous pouvez mettre à disposition, enfin, que BPI peut mettre à disposition de ce sujet. Ensuite, vous avez parlé de la lutte contre la fraude. Je voulais dire un mot sur la DGCCRF. On a vu, pas plus tard qu'hier, le rôle de la DGCCRF dans des histoires importantes de consommation. On l'a vu dans l'affaire Nestlé Waters également. Donc je voulais savoir quels étaient les outils, dont là aussi les moyens dont vous souhaitez doter la DGCCRF pour qu'elle continue et qu'elle réalise pleinement ses missions alors que les modes de commercialisation sont très changeants et apportent beaucoup de risques. Et enfin, dernière question, est-ce que vous pouvez me donner les quelques secteurs prioritaires d'industrialisation, de réindustrialisation pour la France ? Et là aussi, peut-être un ou deux outils que vous mettez en place dans cette politique industrielle qui, je l'avoue, pour l'instant, ne pas voir. Merci Antoinette. Monsieur le ministre. Marie-Lise Rousseau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, moi je voudrais vous parler des plateformes de e-commerce, notamment les plateformes... Mets ton micro, Marie-Lise. Pardon. Notamment les plateformes chinoises, donc Shine, Temu et maintenant le petit dernier Joybuy, aux 600 millions de clients. Ils étaient d'abord sur les plateformes, maintenant ils ont attaqué les marchés physiques avec le corner chez BHV, le passage à la distribution avec des entrepôts et puis les accords avec la Poste. Et le résultat, des milliers de références qui ne respectent pas la législation avec des prix bradés et qui sont en train de tuer tous les commerces et pas seulement les commerces de centre-ville, mais tous les secteurs, que ce soit le textile, la déco, l'ameublement, etc. Ma question, comment est-ce que vous envisagez de lutter contre ce pillage en règle de notre tissu économique ? Pensez-vous que la taxe de 2 € qui est prévue sur les petits colis dans le PLF 2026 sera suffisante, d'autant que la Commission européenne a adressé à la France un avis très critique sur cette proposition et suggère d'attendre l'harmonisation en 2028, et ce, en même temps que Trump multiplie et accumule les taxes douanières dissuasives contre les produits chinois et donc les renvoie directement en Europe. Bon, bref, ma question, pensez-vous que nous aurons le remède avant que le malade ne soit mort ? Patrick Chaise. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, alors, plusieurs questions, je vais faire très très rapide. Certaines concernent évidemment le numérique. Ah bon ? Notamment une question, Monsieur le Ministre, sur l'équilibre économique des réseaux d'initiative publique qui pose une vraie difficulté et sur lequel je souhaiterais avoir votre regard. Une question sur Mayotte, puisque dans le projet de budget, je veux dire, le compte n'y est pas. Et j'aimerais là aussi que vous puissiez nous donner donc la vision du gouvernement sur Mayotte. Une question aussi sur la vente d'Hexaïon à Mara, sur lequel un accord est attendu de votre ministère et qui pose une vraie question de souveraineté à terme. Le spatial, j'y reviendrai pas. Une question sur la Poste, avec notamment les missions de service public, aménagement du territoire, qui sont impactées dans le projet de budget et qui vont poser une vraie difficulté de fonctionnement pour les agences postales communales et les aides à l'aménagement du territoire. Et enfin, dernière question subsidiaire, qu'allez-vous faire du PJL simplification ? Oui, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Gull, les scopes, c'est très bien. Enfin, moi, là-dessus, j'ai pas de religion. Plus les entreprises en difficulté peuvent être prises dans un cadre d'un plan d'affaires favorable, et si en plus les salariés peuvent en bénéficier, je suis très pour. Je suis tellement pour que j'étais en affaires courantes à l'époque. Donc j'étais, je dirais, un tout petit peu en dehors de ma zone de confort, et c'est moi qui ai signé le VDES à Duralex pour s'assurer que cette reprise puisse être faite.
Donc j'ai suivi cette entreprise de très près. Je suis très heureux qu'elle aille mieux. Elle ne va pas encore bien, elle va juste mieux. Elle a pu faire une augmentation de capital de 5 et quelques millions d'euros en quelques heures, là où elle s'est donné 3 semaines pour le faire. Et donc c'est très bien qu'on puisse continuer. On a fait un prêt de 750 000 euros au FDES. Donc vraiment, je le connais bien ce sujet et on les a soutenus. Les SCOP, qui est le modèle de Duralex, c'est un des leviers de reprise. Hein. C'est un modèle que nous soutenons. Le commissariat général au SCOP est très présent. Mais il y a d'autres modèles. BPI a un fonds dont j'ai oublié le nom qui aide à la reprise des salariés. Hein. Je pense que ça s'appelle Fonds de transmission BPI France. On a voté des exonérations de plus-value pour la cession par le chef d'entreprise aux salariés. On accompagne les réseaux d'accompagnement et notamment les chambres de commerce le font aussi. Donc moi, je suis très pour l'actionnariat salarié. Je suis très pour que les salariés puissent reprendre des entreprises en difficulté, à condition évidemment qu'on puisse trouver des plans d'affaires viables et durables. Et de ce point de vue-là, vous m'y retrouverez. Sur la répression des fraudes, je vais un peu botter en touche, mais on passera votre question à Serge Papin, parce que c'est vraiment lui qui gère ça. Et vous savez qu'on a souhaité avoir un ministre de plein exercice dédié à ces sujets de consommation et de pouvoir d'achat. Donc je vous le transmettrai et je lui demanderai de vous répondre par écrit. Sur les secteurs stratégiques, les secteurs prioritaires, il y en a beaucoup, donc je vais vous en citer quelques-uns. Mais le spatial, j'en ai déjà parlé, l'aéronautique, hein, pour lequel on fait un effort très important, ce qu'on appelle le CORAC, qui permet de financer de la recherche sur les avions propres, sur les avions du futur, le ferroviaire, avec un champion mondial, Alstom, aujourd'hui, qu'il faut continuer à développer, les médicaments en général, mais surtout les médicaments critiques. Moi, j'avais beaucoup travaillé à la relocalisation de médicaments critiques dans le cadre de mes précédentes fonctions, et j'ai demandé à Sébastien Martin de continuer à le faire, parce qu'on s'est rendu compte dans la Covid qu'on manquait quand même d'éléments essentiels et que notre souveraineté était mise à mal. Évidemment, le secteur énergétique et globalement la transition énergétique, donc le nucléaire, l'éolien offshore, les batteries, tout ça, c'est des éléments, les pompes à chaleur, j'en parlais tout à l'heure, des panneaux solaires, sont des éléments très importants de notre souveraineté énergétique future qui doivent être des projets industriels et qui le sont déjà. Nouveau nucléaire, évidemment, pas besoin d'en parler. Il y a des projets extrêmement importants, mais il y a des gigafactories de panneaux solaires en cours de construction, un écosystème des batteries qui est exemplaire et qui est peut-être en train de pousser dans les Hauts-de-France. Et sur les pompes à chaleur, on a aussi des usines qui sont en train de pousser, donc il faut continuer à les pousser. Madame la sénatrice Housseau, il n'est pas facile votre sujet, hein, parce que si on avait une formule magique pour dire on interdit les plateformes de e-commerce, en tout cas celles, moi je suis plutôt partagé sur une interdiction totale du e-commerce qui évidemment aujourd'hui fait aussi vivre les territoires de manière paradoxale. Il y a des plateformes de e-commerce locales, il y a des entreprises qui s'organisent, etc. Donc attention, mais c'est vrai que ces grands géants qui sont capables de changer de collection tous les jours, de vendre littéralement des produits à des prix défiant toute concurrence puisqu'ils la tuent, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Vous l'avez dit dans votre question, le sujet majeur est le niveau européen. Et on a décidé d'écrire aujourd'hui, le Premier ministre nous l'a demandé avec ma collègue Anne Le Henaf, à la Commission européenne, pour que suite... Non mais il serait temps, en fait, on a un sujet législatif, mesdames et messieurs les sénateurs. Là, 2 fois de suite, en 48 heures, on a une plateforme qui a enfreint la loi. La loi que vous avez votée sur les services numériques, et notamment la vente ou la promotion de contenus à caractère terroriste, pédocriminel, pardon, mais c'est le troisième que je cherche. Non, mais il y a pornographique, terroriste et narcotrafic. Bon. Non, justement, c'est autre chose. On a voté ici, vous avez voté, nous avons voté ensemble, j'étais député à l'époque, sur 3 éléments très particuliers qui sont terrorisme, c'était suite à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, le narcotrafic et la pédocriminalité, une obligation absolue de retirer les contenus en 24 heures. Malgré tout, ils étaient là, ces contenus, et on les a tous vus. Et sur les armes, c'est une autre législation qui permet de le faire, ils ont 48 heures pour les retirer. Avec deux délits qui ont clairement enfreint la loi en moins de 48 heures, le Premier ministre a décidé d'entamer la procédure de suspension. Ça ne se fait pas comme ça, hein. Moi, je reçois les fournisseurs d'accès demain, mais
Donc on va le faire. Mais si on veut traiter ce sujet de manière durable, il faut qu'on traite au niveau européen. À la fois, tout simplement en renforçant leurs coûts. Donc on va, j'espère, taxer une petite taxe, voter une petite taxe de 2 € par colis. Parce que, non mais on ne peut pas faire plus. Parce que si on fait plus au niveau national, non mais c'est même pas l'Europe qui nous claque. C'est que si demain on met 20 € par colis Chine, ils arriveront par Munich, Francfort, Milan ou ailleurs. Parce qu'ils arriveront. Tant qu'il y a quelqu'un qui les commande, ils arrivent. Donc si on veut les garder tant qu'ils arrivent sur notre sol, de manière, et là je vais être très clair, à ce que la Poste gagne de l'argent là-dessus. Parce que si la Poste ne gagne pas l'argent là-dessus, il y a un risque d'affaiblissement très fort de son modèle économique, mais deux, les colis, ils arriveront quand même. Donc celles et ceux qui, dans l'audition, ont un peu bousculé la nouvelle patronne de la Poste sur son accord avec Temu, moi je dis attention, je l'ai dit comme ça à l'Assemblée, je vous le redis, ne tirez pas sur le postier, ne tirez pas sur le facteur. Lui, il apporte des colis et en profite pour générer du chiffre d'affaires à la Poste qui est bienvenu face à d'autres activités qui sont en profonde décroissance. Et si ce n'est pas lui qui le fait, d'autres le feront à sa place. Donc moi là-dessus, vraiment, je serais très prudent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter le problème. Mais ce n'est pas en traitant le facteur ou en traitant Charles de Gaulle qu'on va le faire. Il faut le traiter au niveau européen. Et nous, on va s'en saisir. Et on souhaite vraiment pouvoir avancer. Et j'allais dire, ils nous aident un peu. Parce qu'avec ce qu'ils font depuis 3 jours, là, franchement, on a des arguments forts à porter à Bruxelles et on les portera. Monsieur le sénateur Chaise, alors, sur Mayotte, je dois avouer que ce n'est pas mon sujet que je maîtrise le plus, mais je vais quand même... oui, bon, on a participé à la gestion de la crise causée par le cyclone Chido, ça c'est clair, y compris à Bercy. On examine le projet de loi pouvoir d'achat en Outre-mer, je pense que vous le suivez de près. Mais vous avez un sujet de connexion, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc je sais là-dessus que vous avez des préoccupations fortes. Je n'ai pas la réponse précise, mais je sais que vous avez des préoccupations sur l'approvisionnement en fibres de ce territoire qui a beaucoup souffert. Et donc ça, il faut qu'on puisse en parler tous les deux en direct. Exaïon, ce n'est pas une vente, c'est une prise de participation qui est envisagée à ce stade par un acteur américain sur des activités qui ne sont pas critiques. C'est important, mais qui sont importantes. Mais on n'est pas en train de construire les réacteurs nucléaires de demain avec une entreprise qu'on vendra aux Américains, pas du tout. C'est du calcul, c'est du super calcul, ça représente, je pense, 0,1% de la capacité de calcul française, donc on n'est pas dans une entreprise qui déstabilise notre capacité de calcul, bien au contraire. On le regarde quand même dans la procédure IDE. EDF resterait actionnaire. Pour l'instant, on n'a pas avancé, mais je veux juste limiter, et ce n'est pas votre cas, monsieur le sénateur, mais d'aucuns à l'Assemblée nationale, dans le cadre des questions au gouvernement, ont donné l'impression qu'on bradait toutes les technologies françaises et le secteur nucléaire à des Américains. Ce n'est pas le cas. Donc il faut juste regarder les choses à leur niveau, et je sais que vous le faites. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, vous aviez des questions sur la Poste, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que on sait bien que le service public de la Poste, il est en décroissance, le courrier est en décroissance, la livraison des journaux, le sénateur Gay est parti, ça coûte une fortune à la Poste. Et on en compense une bonne partie nous-mêmes aussi. Donc vraiment, soyons prudents sur tout ce qui fait qu'aujourd'hui, la Poste a réussi à peu près à équilibrer le bateau sur des activités commerciales qui sont en danger, qui font face à une concurrence importante. Donc c'est vrai que nous, j'ai rencontré la nouvelle PDG hier dans mon bureau, proposé un budget assez contraignant. N'hésitez pas aussi à faire des vases communicants entre les différentes missions. Je sais que la mission d'aménagement du territoire, évidemment, vous y êtes très sensible. Ça, c'est votre rôle de parlementaire. Mais gardons quand même en tête l'idée que l'enveloppe globale, elle a tendance à réduire, mais c'est pour des bonnes raisons. Il faut que tout le monde fasse des efforts. PGL Simplif. Si... Ah oui, PGL Simplif. Non, mais je vais la faire simple. Le PGL Simplif, c'est compliqué au fur et à mesure de l'examen. Et vous n'en êtes pas les principaux responsables, je vais le dire comme ça. Donc la question, c'est la CMP. On n'a pas de date à ce stade, mais on me dit qu'elle doit se tenir. Clairement, en tout cas, le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr que ce soit une base idéale pour cette CMP en question. Donc il y a des choses utiles. Non, mais moi, j'ai été auprès de Bruno Le Maire quand on a lancé ce dispositif. Vous vous en souvenez, hein? On était, en tout
tout cas on l'espérait à l'époque, au bord de construire la cathédrale de la simplification. C'était avant la dissolution. Aujourd'hui, on a une assemblée qui a transformé la cathédrale en maison d'Halloween, ou maison de la famille Adams. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc il y a des dispositions intéressantes, on aimerait pouvoir les garder. Et donc il faut qu'on travaille à la manière d'organiser la CMP. Il y a aussi quand même un certain nombre de trucs qui sont partis dans tous les sens et qui sont difficiles à nettoyer, je peux le dire comme ça. Donc voilà, on vous revient assez vite sur la manière dont on va le faire, mais en tout cas, on a prévu une CMP, il faut qu'on trouve la date et qu'on essaye de trouver un processus qui va permettre d'avoir un PJL de simplification qui effectivement simplifie et pas complexifie. Yves ? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je crois que vous êtes clair régulièrement sur notre obligation et notre exigence de responsabilité collective pour assumer notre souveraineté industrielle dans ce pays. Moi, je voudrais vous parler de l'application des mécanismes d'ajustement carbone qui vont se mettre en place à partir du 1er janvier 2026 et de leurs conséquences. Autant je suis en phase avec le concept, intellectuellement, à la base, quand tout ça a été mis en place, ça a du sens, puisque c'est pour ne pas pénaliser les entreprises européennes par rapport à des importations importantes qui auraient, elles, des conséquences néfastes sur les émissions carbone. Par contre, sur l'application, on voit bien que les choses se sont détractées. Alors, les choses se sont détractées parce que il faut rappeler quand même qu'on est dans un contexte économique. On parle beaucoup de résilience de notre économie, mais Dieu sait si elle est résiliente parce qu'elle a passé le Covid, elle a passé la guerre en Ukraine, elle a passé la flambée de l'énergie. Et là, elle a un peu de mal à passer Trump, quand même, parce que Trump a mis, excusez-moi du terme, le bordel dans les organisations économiques mondiales. Et tout ça déstabilise complètement les flux. Et quand on déstabilise les flux à la vitesse où on les a déstabilisés, eh bien, on n'est pas en capacité à adopter nos codes douaniers à la hauteur de ces désorganisations. Je m'explique. Aujourd'hui, la fameuse MACF va s'appliquer sur un certain nombre de produits simples qui correspondent à peu près à 50% de la production de carbone. Ces produits simples, on trouve l'acier, on trouve l'aluminium, on trouve les engrais, on trouve l'hydrogène, l'électricité. Sur deux exemples qu'on pourrait prendre, l'exemple des engrais, je ne vais pas le développer ici parce que je vais conserver ça pour la discussion avec votre collègue Annie Genevard, parce que là, on va vers une catastrophe monumentale. En un an, on a fermé nos usines d'engrais, on en a fermé 3 dans le Grand Ouest, et puis on n'en a plus, et donc on devient dépendant de l'étranger, et on va en plus doubler ou tripler la valeur des produits par des taxes. C'est complètement débile, et on va affaiblir notre agriculture à une vitesse grand V. Moi, je voudrais parler de métallurgie. Pour ce qui nous reste en France de métallurgie, on a des pépites d'entreprises qui ont des vrais savoir-faire. J'ai un exemple d'une entreprise dans mon territoire qui achète de l'acier chinois, de l'ébauche d'acier, un peu technique, mais qui achète de l'ébauche d'acier et qui va le travailler. Pour faire simple, elle fait des trous à l'intérieur pour en faire des filières pour fabriquer du granulé. Numéro 1 français de la filière de granulé, numéro 2 européen de la filière de granulé. Du Ferrotech. Du jour au lendemain, cette entreprise se retrouve coincée parce qu'elle paye des taxes sur l'ébauche brute qu'elle achète. Par contre, tous les produits élaborés qui viennent de Chine ne payent pas de taxes. Vous rajoutez à ça la MACF de 15%, mais dans un an, on la ramasse à la petite cuillère, cette entreprise. Et je pense qu'il est temps... Alors, ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël. J'espère que mes petits-enfants ne vont pas m'écouter. On est à 2 mois du démarrage et de la mise en place de ce processus. Je ne crois pas au report. Comment, en tant que ministre de la souveraineté industrielle, vous envisagez mettre en place un dispositif, mais là, pour le coup, dans la PLF française, pour empêcher que ces entreprises meurent? Merci. Je vous demande de raccourcir, parce qu'on a une contrainte avec Monsieur le ministre, et je souhaiterais que tout le monde puisse s'exprimer.
Donc, on va faire 2 séances, là. On va en prendre 5 d'un coup. Et on fera... Mais tout le monde va prendre la parole. Donc, Daniel. Et ensuite, Amel. Merci, Daniel. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être parmi nous cet après-midi. Alors, je vais revenir sur l'article 22 du PLF, dit taxe petit colis. Ce dispositif en cours d'élaboration qui vise à envoyer un signal prix face aux dérives environnementales, éthiques et de dumping des plateformes de e-commerce étrangères, avec un afflux de biens importés hors Union européenne, notamment d'Asie, avec plus de 800 millions de colis pour la France. Alors ce dispositif répond à un objectif qui est clairement partagé, mais la rédaction actuelle soulève des obstacles qui risquent d'en détourner le sens. 3 angles morts menacent son efficacité. D'abord, qui est le redevable effectif? Le texte renvoie vers le transporteur, la Poste, FedEx, etc., qui n'a aucun lien contractuel avec l'acheteur final. Le recouvrement ex post est illusoire et créerait des créances irrécouvrables à hauteur de plus de 10 millions d'euros par an pour les seuls expressistes implantés à Roissy qui emploient des milliers de salariés. Alors comment appréhendez-vous le détournement de trafic? Chine, par exemple, passera par l'Allemagne via DHL et non via la France, ce qui équivaut à 0 bénéfice ni pour l'environnement, ni pour nos douanes, ni pour nos opérateurs français. Comment limiter clairement la taxe au B2C lorsque la frontière opérationnelle avec le B2B reste floue? Enfin, le partenariat Temu-La Poste entrera-t-il pleinement dans le champ de la taxe ou bien constitue-t-il une faille du dispositif? En résumé, comment garantir une mise en œuvre réelle pour éviter qu'une bonne idée ne devienne un produit ou un dispositif marketé qui reste dans son emballage, ou pire, qui fragilise une filière en France et des emplois? Vous l'aurez compris, je défends les expressistes face à ces angles morts. Merci. Amel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aimerais revenir sur un enjeu qui nous tient à cœur ici, parce qu'il a été abordé d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est celui de la souveraineté industrielle. Mais précisément sur notre tissu, notre industrie locale, nos PME, qui constituent en fait l'ossature des filières clés que nous voulons porter. Je parle de la chimie, de l'automobile, de l'agroalimentaire, des matériaux. Nous avons en fait des fleurons et on le sait, sans ce tissu industriel local, notre industrie ne serait pas ce qu'elle est. Ces PME sont les plus exposées aux coûts énergétiques, aux ruptures d'approvisionnement, aux déficits d'investissement productif, aux difficultés de recrutement et à une lourdeur administrative et réglementaire inégalable, ce qui bien sûr a un coût. Dans le PLF 2026, concrètement, quels dispositifs sont prévus pour renforcer l'amont des chaînes de valeur, pour financer la modernisation des PME, leur transition énergétique, écologique sur lesquelles elles ont envie en tout cas d'y aller, mais elles n'ont pas les moyens aujourd'hui pour le faire. Il en va bien sûr de la survie de ces entreprises locales, mais aussi de la perte irréversible de compétences, de savoir-faire. Et nous l'avons vécu, notamment sur la filière du nucléaire, au moment où on a voulu la relancer, on a manqué de compétences. Donc il y a un vrai sujet aussi là-dessus. Merci. Merci, Amel. Evelyne. Monsieur le ministre, à la deuxième question qui a été posée sur les petits colis. Si j'ai ma petite réponse, auquel cas je m'abstiendrai de poser une question. Merci, Evelyne. Daniel Salmon. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement partager avec vous une inquiétude parce que j'ai reçu beaucoup d'acteurs de l'insertion par l'activité économique dans mon département qui s'alarment puisqu'ils ont notifié une baisse de 200 millions sur la ligne 102. Et c'est assez catastrophique parce que vous savez quelle est l'utilité sociale de ces acteurs de l'insertion. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a de nombreuses personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui ont absolument besoin de ces activités économiques pour se réinsérer parce qu'elles agissent sur la formation, elles ramènent de l'humain et ça me semble fondamental. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais je tenais à vous partager cette grosse inquiétude et j'espère que vous réabonderez cette ligne. Merci. Monsieur le ministre. Alors, je vais essayer de faire vite, mais il y a des sujets importants. Monsieur le sénateur Bevan, le MACF, c'est vraiment une bonne idée. Mais vous avez raison, il ne faut pas qu'elle se transforme en cauchemar parce qu'elle est insuffisamment bien calibrée.
Donc elle pose... bon, d'abord, à quoi ça sert, évidemment? C'est à s'assurer que quand on produit de manière beaucoup plus polluante à l'extérieur de l'Europe, on soit taxé à l'entrée pour tenir compte de ces pollutions supplémentaires, essentiellement les émissions de carbone. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de tout intégrer. Donc on l'a fait sur un certain nombre de produits, je dirais, de base. Et clairement, nous, on se bat pour qu'on élargisse. Et notamment, vous avez cité l'aval. C'est un élément très important. Vous avez cité un exemple très pertinent. Si on fait un produit semi-fini en Chine et qu'on l'exporte sans MACF, mais que celui qui fait le même produit en Europe importe du brut et lui doit payer le MACF, on a un problème. Donc ça, et tempus fugit, comme on dit, on doit vraiment mettre de la pression. On l'a fait auprès de la Commission pour qu'elle nous fasse une proposition sur l'aval et élargir. Ensuite, il y a des produits particuliers. Vous avez parlé de la chimie, je pense, sur lequel on a déjà prévu des mécanismes de lissage pour éviter que ce soit un coup de bambou qui arrive dès le 1er janvier. On a vraiment comme objectif d'éviter ce qu'on appelle les fuites de carbone. Si en plus votre entreprise importe du MACF cher et se retrouve à exporter, là, elle va être en plus doublement taxée avec des enjeux de compétitivité. Donc, sur les filières export, sur l'aval, sur le calcul de la contribution carbone, on a encore un débat là-dessus. Si vous avez une usine qui est aux portes d'un barrage en Chine, eux, ils vous disent ben, cette usine, elle ne pollue pas. La réalité, c'est que la Chine, dans son ensemble, émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que nous. Donc nous, on se bat pour qu'on intègre les émissions du pays d'origine et pas seulement du barrage qui, par hasard, se retrouve à côté de l'usine et qui va sans doute être utilisé 8 fois dans les déclarations de taxes parce que chacun dira « moi, mon électricité, elle vient de ce barrage ». Donc ça, c'est des sujets encore très importants sur l'aval, sur l'export et sur la mesure de la contribution carbone. On avance, on pousse. On souhaite vraiment que la Commission fasse des propositions concrètes avant le début de l'année 2026, où en théorie le MACF doit entrer en phase. Donc on vous reviendra évidemment sur l'évolution de ces discussions, mais c'est très important. Monsieur le sénateur Fargeot, et puis du coup Madame la sénatrice, bon, la taxe petit colis, si on la met demain à 50 €, je l'ai dit, les colis passeront par ailleurs. Donc vous l'avez raison, il y a un risque de fuite, il y a un risque de détournement. Et c'est pour ça qu'on la met à un niveau pas important pour l'instant, et qu'on dit c'est essentiellement une taxe qui va nous permettre de payer des contrôleurs en plus, parce qu'il faut les contrôler. Mais elle a vocation à être transitoire. L'objectif, il est que dès 2028, donc à négocier dans les 2 ans qui viennent, on puisse négocier au niveau européen. Non, mais là, on est en train d'avancer, et moi j'aimerais même qu'on accélère un peu le mouvement, parce que, pour des raisons que vous imaginez, j'aimerais bien que, quand on arrive en 2027, on ait réglé ce problème, pour que ça ne devienne pas un sujet électoral qui est compliqué, parce que les sujets européens électoraux, là, en général, c'est surtout un sujet de collecte. Que alors attends, donc je réponds à ça aussi. Non, mais il y a un premier sujet qui est par où ça passe, donc 2 €. 2, c'est collecté par les douanes. Donc c'est pas la Poste, c'est pas le client qui va payer les 2 €, c'est au moment de la procédure de dédouanement. Alors c'est pas prévu sur le H7, ça. C'est pas prévu sur l'imprimé H7. Ah ben non, c'est pas encore en vigueur. Oui, il va falloir le modifier. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre une taxe trop élevée. C'est que si vous la mettez trop élevée, tout passera par l'Italie, la Belgique, l'Espagne ou l'Allemagne. Donc c'est pour ça qu'on met une petite taxe qui, on l'espère, ne va pas trop conduire à ces fuites, mais va nous permettre de pouvoir financer des... Et juste vous rappeler que techniquement, c'est pour ça que je vous ai préparé une petite note, que je me je la prends permets de avec vous plaisir. remettre. Parce que, effectivement, au niveau de la Poste et de Temu, c'est aussi l'imprimé H6 qui fait référence et non pas le H7. Et dans votre dispositif prévu, c'est tout l'inverse. Enfin, c'est pas prévu en ce sens. Donc, c'est important de pouvoir régulariser peut-être aussi le dispositif en lui-même. Voilà, c'est juste technique. Non, mais c'est technique, mais c'est important, parce que parfois la technique cache des effets pervers. On en a parlé tout à l'heure sur le MACF qu'il faut traiter. C'est 2 sujets différents. Je pense que la Poste, c'est vraiment les coûts de livraison. Et là, on parle vraiment du dédouanement qui sera fait, enfin de la taxe douanière. Madame la sénatrice, est-ce que ça répond du coup à votre question? C'est 2 €, on est bien d'accord, 2 € pas par colis. C'est 2 € par catégorie d'articles dans le colis. C'est pas 2 € par colis. Ben non.
Bon, non. Donnez-moi 5 minutes. Non, c'est par catégorie d'articles dans le colis. Par article. Alors, je pense qu'une paire de chaussettes, c'est un article. Colis. Mais c'est pas par chaussette, mais si vous avez une non, paire de chaussettes... Non, c'est par catégorie d'articles. C'est par article. C'est une chaussette et un pull. C'est par article. Ça fera 4 €. Voilà, exactement. C'est bien ça. Mais s'il y a 2 t-shirts et 2 paires de chaussettes, ça fera 8. Non. Ça fera 4. Ah non, bon, c'est pas par nombre d'articles, c'est par catégorie. Bon, sur la... Monsieur le sénateur Salmon, je ne veux pas botter en touche, mais ça, c'est vraiment pour mon collègue Farandou. Hein, c'est vraiment dans son domaine. Donc, on va l'alerter sur le fait que vous nous avez posé la question et on lui demandera de vous répondre. Mais je ne doute pas que ce sujet, comme d'autres, seront traités dans le cadre de l'examen du budget. Madame la sénatrice Gacquer, bon, clairement, sur la stratégie industrielle, même si on avait déjà poussé pas mal de choses, il y a maintenant un espèce de wake-up call européen lié au rapport Draghi. J'imagine que si vous vous intéressez à ce sujet, vous l'avez lu de près. Qu'est-ce qu'on a dans le budget qui va dans ce sens? On a quand même, dans les mois qui viennent, le financement du nouveau nucléaire, les CAPN, les fameux contrats d'allocation de la production nucléaire, la CVAE en baisse. Et vraiment, c'est un boost de compétitivité pour les entreprises dans les territoires. J'aurais tendance à dire, essayons aussi de limiter la sorcellerie fiscale. J'ai utilisé ce terme dimanche dernier. Si on pouvait éviter les usines à gaz qui complexifient la vie de tout le monde, y compris nos entreprises, ça serait pas mal. Du côté de l'innovation, c'est quand même la clé de la stratégie industrielle. France 2030, 54 milliards. On en a engagé un peu plus de la moitié. Ça veut dire qu'il en reste un peu moins de la moitié à continuer à engager. On va le faire. Et l'industrie est prioritaire. Je parlais du CORAC tout à l'heure qui permet de financer l'aéronautique. C'est évidemment prioritaire. Formation, attractivité des métiers. On a encore 60 000 emplois non pourvus. Donc, Madame la sénatrice, appelez les jeunes filles à rentrer dans l'industrie, parce qu'on a besoin de plus de femmes dans l'industrie. On a besoin de plus de soudeurs, on a besoin de plus de techniciens. Moi, je le fais à chaque fois que je prends la parole. Je l'ai dit hier au Salon mondial du nucléaire. Je l'ai dit aussi devant la PFA. Ensuite, je pense que vraiment, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord, le commerce international aujourd'hui a changé de monde, a changé de règles. Il faut qu'on introduise de manière forte la préférence européenne pour des produits européens. Mais oui, mais je ne vais pas dire qu'on va gagner, mais en tout cas, on y travaille fort et j'espère qu'on va y arriver à l'occasion du prochain Conseil européen. Merci. Yannick Jadot. Merci Daniel, merci Monsieur le ministre. Vous connaissez bien les filières économiques. Il y a un truc qu'elles ne supportent plus, c'est l'instabilité permanente des politiques. C'est le cas dans le logement. On était avec Amel et la présidente de la commission, avec la Fédération française du bâtiment. Leur évaluation depuis le Covid, c'est 20 milliards de recettes fiscales perdues du fait de l'effondrement de l'investissement dans le logement, en fait. Puisque 1 euro investi, c'est 2 à 3 euros de recettes fiscales. Dans la rénovation, tout le monde est effondré. Dans les énergies renouvelables, tout le monde est effondré. On avait Engie la semaine dernière qui disait arrêtez avec l'instabilité, y compris sur l'automobile. On a auditionné Tavares, on a auditionné Ténard. Ils ont dit, nous, en 2030, on est prêts sur la voiture électrique. Et là, à un moment donné, il y a des groupes politiques qui s'en emparent. Et du coup, les industriels reculent. Mais en fait, descendre du train, quand on dit la Chine a 10 ans d'avance, et en fait, notre solution, c'est de descendre du train, c'est une aberration absolue. Donc, sur 2035, je vous invite, Monsieur le ministre, à tenir ferme. On a besoin d'une industrie automobile compétitive. Sur le logement, la rénovation, investissez, arrêtez de réduire à quasi rien le budget sur la rénovation thermique. Et puis un point, sur Chine ou Shine, je ne sais pas comment on doit dire. Regardez avec la Commission, vous savez que, Monsieur le ministre, il y a un règlement qui a été adopté au niveau européen sur le travail forcé, mais qui doit entrer en vigueur en 2027. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper le règlement européen sur le travail forcé, puisqu'en Chine, c'est du travail forcé d'État, et donc ça rentre dans la réglementation européenne de taper sur ce qui est quand même des productions, des conditions de production en semi-esclavage, notamment dans le Xinjiang. Enfin, dernière question, le Mercosur, la quasi-totalité des sénatrices et des sénateurs, comme des députés, vous le savez, sont opposés à l'adoption de l'accord sur le Mercosur. Citez-moi, alors le gouvernement sort maintenant l'histoire des clauses de sauvegarde. J'ai travaillé 15 ans sur les accords de libre-échange. Enfin, j'en ai jamais vu qui servent à quoi que ce soit. Alors c'est bien, ça permet de communiquer, ça permet de rassurer. La réalité, c'est que ça ne sert à rien.
Donc, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, au nom du Sénat, tenez bon. Enfin, dernier point, l'action spécifique totale. Accord transpartisan du Sénat qui l'a fait voter l'année dernière. Il y a le sénateur Carucci l'avait dit dans son explication, c'est un appel au gouvernement pour mettre l'énergie dans les secteurs sécurité qui relèvent de l'action spécifique. On vous demande ce décret qui permet de faire entrer l'énergie dans les secteurs sensibles de sécurité pour qu'on puisse avoir cette action spécifique de Total et garantir que l'entreprise maintiendra son siège social en France. Merci. Rémi. Merci. Monsieur le ministre, une question sur notre filière automobile et en particulier sur la politique de demande que la France met en œuvre. On a effectivement, avec mes collègues Cadec et Jacquemet, deux autres sénateurs, on a commis avec la Commission Affaires économiques un rapport avec 18 recommandations où effectivement il y a eu différentes auditions, en particulier M. Séjourné et les industriels aussi, bien évidemment. La question de l'harmonisation des aides à l'achat au niveau européen, les choses avancent dans les discussions, mais pour l'instant on ne voit rien venir. Mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes au courant. Après, il y a une vraie question, et ça a été dit précédemment, la question de la stabilité fiscale en France, notamment sur les aides, en particulier, que ce soit sur les voitures électriques, que ce soit sur la rénovation thermique. Là, si on parle de la voiture électrique, le truc a changé quand même 17 fois en 5 ans. Donc, on peut comprendre que les consommateurs et les concessionnaires ont du mal à s'y retrouver. Et puis, si on fait un focus sur le leasing social, qui est pour le coup un outil efficace, préconisé à une époque par les socialistes et repris effectivement par Emmanuel Macron, on voit bien que c'est un franc succès, avec plus de 40 000 foyers modestes qui pourront accéder à la voiture électrique. Autrement dit, les 50 000 places prévues vont être vite utilisées, c'est le cas de le dire. Donc c'est à la fois un succès, mais aussi un succès amer, puisque je pense qu'il va falloir réfléchir pour mettre plus de moyens, ça c'est sûr, mais peut-être travailler, notamment à la fois pour les classes populaires et les classes moyennes, pour accélérer le passage vers la voiture électrique, puisque si, très simplement, juste 3 chiffres, 16 300 €, c'est le plafond qui est demandé pour être éligible justement au leasing social. C'est 1 300 € par mois, en fait c'est le seuil de pauvreté, et par contre c'est en dessous du SMIC. Donc, ça veut dire qu'il y a un SMIC-car ne peut pas bénéficier, alors à part s'il y a plusieurs enfants. Bah oui, enfin, bien sûr, parce que c'est par part, je l'ai bien compris, mais ça n'empêche que du coup, vous comprenez, ça bloque un certain nombre de Français, et je pense qu'il y a une vraie question aussi sur les publics un peu moins modestes, sur lequel, au vu du prix de la voiture, il y a quand même aussi un geste à faire significatif, pas 2 000 à 3 000 €, mais peut-être un peu plus, puisqu'on sait que le coût moyen de la voiture est quand même assez élevé. Merci Rémi. Jean-Jacques Michaud. Oui, merci Daniel. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup parlé d'énergie, de sources d'énergie. Vous n'avez pas parlé d'hydroélectricité. Et pourtant, il me semble que c'est une source d'énergie importante, 13% de notre mix énergétique, une énergie décarbonée, durable. Mais par contre, on a un contentieux depuis une douzaine d'années avec l'Europe qui ne nous permet pas de développer cette activité-là. Et pourtant, si on arrivait à lever ce contentieux, on nous dit qu'on pourrait avoir 10% de plus d'hydroélectricité. Donc avec Daniel Grémillet, Patrick Chauvet, Fabien Gay, nous avons commis un rapport dernièrement au moment où une fenêtre s'ouvrait, semble-t-il, avec l'Europe pour essayer de lever ce contentieux. Donc, Monsieur le ministre, est-ce que nous allons pouvoir travailler sur ce sujet? Si oui, quand et avec qui? Parce qu'il ne me semble pas avoir vu dans votre ministère de personnes qui soient directement nommées pour travailler sur ça. Mais si c'est vous directement, Monsieur le ministre, j'en suis très heureux aussi.
Merci Jean-Jacques. Bernard, qui va clôturer l'ensemble des demandes de Merci. parole. Monsieur le ministre, une question rapide. L'article 5 du projet de loi de finances propose diverses suppressions et rationalisations des dépenses fiscales, en particulier la suppression des avantages fiscaux des biocarburants de première génération, le E85 et le B100. Plusieurs acteurs du secteur agricole en particulier s'en sont émus. Pouvez-vous revenir sur les motivations ayant amené cette mesure? Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le sénateur Jadot, l'instabilité permanente. Je ne veux pas croire que la seule raison pour laquelle le secteur du logement a été dans une période très difficile soit liée à l'instabilité réglementaire. Le secteur du logement a souffert partout dans le monde parce que les taux d'intérêt ont augmenté et parce qu'on a eu des incertitudes économiques très fortes, et la France n'y a pas échappé. Je suis prêt à reconnaître que l'instabilité réglementaire et le fait que... Non, mais il y a eu un trou dans beaucoup de pays lié à la forte hausse des taux d'intérêt qu'on a eu à la sortie du Covid, qui a fait ralentir le logement partout. Je veux bien prendre ma part. On a des enjeux de stabilité réglementaire, on a parfois tendance sur le logement à changer souvent de règles, et je pense que personne dans les gouvernements précédents n'a échappé à cette règle. Mais il y avait un environnement de taux d'intérêt, notamment et de financement extrêmement contraint, qui s'est traduit par un ralentissement. On avait aussi des sujets, et ça nous remontait des élus parlementaires, sénateurs et députés, de fraude sur sur MaPrimeRénov', en revanche, qu'il fallait qu'on adresse. Il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles il y avait des inquiétudes sur l'efficacité réelle d'un certain nombre d'aides. C'est quand même à peu près 20 milliards d'euros par an, hein, les aides au logement, tout compris, y compris les aides indirectes. Hein. Et on ne peut pas dire qu'on est le secteur du logement le plus florissant du monde, qui fonctionne le mieux du monde, qui soit le plus décarboné du monde. Donc on se pose de temps en temps la question sur l'efficacité des politiques publiques. Je pense que c'est la moindre des choses. Je pense que ce qu'on a fait en relançant MaPrimeRénov' en septembre, c'est qu'on l'a sécurisé, on l'a en partie débudgétisé puisqu'on l'a mis sur les C2E, et on espère que ça va permettre d'avancer de manière plus durable. Il y a quand même une reprise ici ou là du logement privé, hein. On a eu une reprise qui date du début de l'année. Elle est encore fragile, mais je pense qu'il y a quand même quelques rayons de soleil qui viennent. Sur l'auto, il ne faut pas descendre du train. Elle est pas mal, celle-là. Effectivement, non, mais 2035, enfin, moi j'étais là quand on l'a adopté. L'objectif, il était quand même de donner une cible forte aux industriels, parce que vous avez raison, il faut qu'ils s'ancrent à quelque chose et qu'ils s'y préparent. Il faut aussi reconnaître, et en fait les deux questions, la vôtre et celle de M. Cardon, vont dans le même sens, qu'aujourd'hui la demande n'est pas au rendez-vous. On espérait plus de 25% de part de marché des véhicules électriques, on est en dessous de 20, plutôt à 17 ou 18, et les constructeurs nous disent, nous, on ne gagne pas notre vie sur les véhicules électriques encore, on n'a pas assez de volume, donc il faut poursuivre les politiques mentionnées notamment par M. Rémi Cardon. Alors je ne savais pas que c'était une idée socialiste. Mais tant mieux, mais vous direz à M. Gay, du coup, que la gauche a quelques victoires, parce qu'on en prend des idées là où elles sont bonnes. Voilà. Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai fait partie de la campagne de réélection du président Macron. Le leasing social, c'est une bonne idée. Alors, il faut que ça reste social quand même, hein. Et par ailleurs, il faut qu'il monte en puissance au gré des capacités de production. Parce que si c'est du leasing social qui fait venir des voitures chinoises, on perd. L'objectif du leasing social... Non, mais on a mis l'éco-score, mais il faut aussi qu'on produise assez de véhicules. Donc on a une montée en puissance progressive. Ce que je peux vous dire, c'est que... Il est là. À 17h hier soir, on était quand même à 43 000 commandes validées. Ça fait 300 millions d'engagés depuis fin septembre d'argent public. Donc c'est quand même une très belle opération après 50 000 véhicules l'année dernière. Sur Chine, qu'il faille faire feu de tout bois, je suis d'accord. Enfin, Chine, non, pardon. Sur les plateformes d'e-commerce qui font n'importe quoi. Je vais le dire comme ça parce que faut faire attention à ne pas trop focaliser un acteur. Les poupées pédopornographiques, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elles n'étaient pas que sur Chine, pendant quelques heures en tout cas. Hein. Pardon ? Elles étaient sur 4 plateformes. Bon, les armes qu'on a découvertes aujourd'hui, c'est sur Chine. Donc voilà. Donc il faut faire feu de tout bois. C'est vrai qu'on n'a pas, si je puis m'exprimer ainsi, l'arme létale qui fait que quand il y a une erreur, on appuie sur un bouton et on peut le faire. Mais il y a un certain nombre de manières de s'assurer qu'effectivement, cette concurrence déloyale ne l'est plus. Et donc s'il y a des outils européens, moi je suis prêt à ce qu'on les regarde. C'est des sujets que je connais moins que vous, monsieur l'ancien député européen, mais on les regardera aussi. Bon, sur le Mercosur, je ne vais pas vous dire que c'est un sujet facile. La France pousse depuis des années pour éviter qu'on qu'on signe un traité qui obérerait de manière importante
Non, il n'est pas finalisé. Enfin, on est aujourd'hui dans un calendrier où la Commission européenne espère faire avancer tout ça au prochain Conseil européen. Non, mais moi non plus, je ne crois pas au Père Noël. Mais dire que les clauses de sauvegarde, c'est rien, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le sénateur. Je ne suis pas d'accord. Je veux dire, on se bat pour mettre en place des clauses qui, on l'espère, vont préserver un certain nombre de secteurs au cas où ce traité aille jusqu'à son terme. Et vous dites ça sert à rien. Non, enfin je veux dire, demandez à ArcelorMittal aujourd'hui si il ne veut pas la clause de sauvegarde pour sauver, on en parlait tout à l'heure, ArcelorMittal à Dunkerque. Demandez aux constructeurs automobiles si c'est pas content qu'on ait mis des tarifs douaniers l'année dernière sur un certain nombre de véhicules importés de Chine. Non, enfin, alors sinon on démissionne, on laisse tomber. Je veux dire, on se renferme, on produit entre nous, on consomme entre nous et on fait plus de commerce avec personne. Mais le Mercosur, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi des secteurs qui vont, s'il est signé, en bénéficier énormément, des secteurs français, y compris dans l'agroalimentaire. Hein. Donc moi, je connais le Canada. Je me suis fait expulser manu militari sous protection policière du sommet de Gournon parce que j'avais voté le CETA. Résultat, presque 10 ans plus tard, on a fait x2 sur le fromage, x2 sur le vin. Il n'y a pas un gramme de bœuf canadien dans nos assiettes. Et je ne vous parle pas des opérations dans l'aéronautique et autres. Donc, il faut être conscient des enjeux de ce traité pour quelques filières. Filière bovine, filière du poulet, filière de l'éthanol, du sucre. Et là-dessus, il faut qu'on mette le paquet pour s'assurer que si on va au bout, ce n'est pas fait encore, on puisse vraiment mettre en place des vraies clauses de sauvegarde. Mais enfin, c'est compliqué le commerce international. Il faut arrêter de jouer avec des règles naïves dans lesquelles on serait les seuls à le faire. Mais il faut qu'on continue à commercer avec les uns et les autres. Et en passant, avec le Mercosur, on commerce déjà. On commerce déjà sans traité. Donc on commerce déjà. Et on importe déjà du bœuf et du poulet brésilien. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable, dans une logique gagnant-gagnante, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais ce qui est en tout cas clairement le cas avec le Canada, de contourner des gens qui aujourd'hui ne veulent plus jouer avec les règles. Je veux dire, entre nous, le Canada et le Mercosur, il y a un grand pays là qui, lui, ne veut plus jouer avec les règles. Bon, il faut l'intégrer aussi dans notre réflexion, y compris d'ailleurs pas seulement sur des enjeux économiques et commerciaux, mais moi j'en suis assez convaincu aussi sur les enjeux démocratiques, qu'on choisisse nos amis. Et choisir nos amis, c'est aussi choisir avec qui on commerce. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme sujet démocratique dans le monde, dans lequel je pense qu'on est dans un conflit mondial important entre ceux qui veulent la démocratie et qui y croient, et ceux qui n'en veulent pas ou qui n'y croient plus. Et ça doit aussi être intégré dans notre réflexion, dans nos politiques commerciales. Monsieur Cardon, je pense que j'ai répondu à votre question sur le leasing social. On a... pardon ? Oui, alors, l'action spécifique, je sais que c'est un de vos dadas et je vous reconnais une certaine permanence. Je ne pense pas que c'est avec des actions spécifiques, et là-dessus on sera peut-être d'accord pour ne pas être d'accord, qu'on va garder nos entreprises en France et cotées en France. Aujourd'hui, la raison pour laquelle Total a envisagé une double cotation, je rappelle qu'ils ont toujours coté à Paris, et merci de l'avoir fait, c'est important, c'est qu'ils ont une grande part de leur actionnariat qui est outre-Atlantique. Et j'allais dire, tant mieux qu'une entreprise française de qualité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je sais qu'on est partagé là-dessus, M. Jadot, rayonne à l'international et des actionnaires dans le monde entier, j'allais dire, tant mieux. Le problème, c'est qu'elle n'a pas assez d'actionnaires français et européens, parce qu'on n'a pas assez de capital de long terme en France et en Europe. Et je pense que ça doit faire partie des débats de 2027. Mais comment on constitue une épargne long terme? On avait fait un peu d'impact grâce au plan épargne retraite. Donc touchez-y avec une main tremblante si vous êtes touché dans le cadre de l'examen budgétaire. Mais on manque de capital de long terme, en France et en Europe. Et ça, il faut qu'on le développe. Et il y aura un débat autour de ça à l'élection présidentielle. Je le laisse aux candidats putatifs, ils sont suffisamment nombreux pour le faire. Et je pense que c'est la seule manière de garder nos entreprises chez nous. Il faut du capital européen. Il faut du capital européen. Il faut aussi que la place de Paris, et plus généralement la place européenne, reste compétitive. Elle l'est. Elle doit l'être encore davantage et on aura des propositions là-dessus. Je pense que monsieur... Non, mais il y avait monsieur Michaud sur l'hydro. Donc, on va avancer là-dessus. Moi, j'ai laissé le dossier. Franchement, il n'avait pas beaucoup avancé quand j'ai quitté le ministère de l'Industrie et de l'Énergie il y a 1 an. Merci à mon successeur, Marc Ferracci, et avant lui, il y avait Olga Givernet quelques mois, parce qu'ils ont vraiment fait avancer le dossier. Donc, on est en train d'avancer au niveau européen. Il y a encore 1 ou 2 détails. Donc, moi, j'espère que sur ce sujet-là, on va pouvoir régler un contentieux ancien de 20 ans
Celui-là, ce n'est pas le contentieux, c'est surtout est-ce qu'on garde nos barrages chez nous. Physiquement, ils le seront, mais capitalistiquement, ils doivent l'être aussi. Et surtout, est-ce qu'on investit dans ces barrages? Parce que le fait qu'on n'ait pas pu faire évoluer les concessions, je vais le dire comme ça, parce qu'on n'était pas tout à fait dans une logique de renouvellement, on n'a pas investi. Et ça fait partie des marges de progression de notre capacité de production énergique bas carbone. Vous avez bien fait de me le rappeler, sur lequel on peut s'appuyer. Et sur ce point-là, la Commission des affaires économiques du Sénat vous a trouvé la solution avec le texte qui devrait arriver en deuxième lecture, puisque ça pourrait rentrer à l'intérieur, puisqu'on est en phase avec les travaux de la commission parlementaire de l'Assemblée. Bon. Là, dans ce que je qualifierais de cuisine parlementaire sans aucun jugement de valeur, parce que j'y crois beaucoup, on verra comment tout ça avance. Sur le 85, bon, il a été supprimé à l'Assemblée, cette disposition. Je veux quand même rappeler que le 85, il y en a 50% qui est importé en France. Donc cette niche fiscale, elle profite à 50% des producteurs français, à 50% des producteurs qui viennent d'ailleurs. Donc il faut quand même l'avoir en tête. Alors, non mais c'est la question, et c'est pour ça que l'Assemblée a décidé de rétablir cette niche fiscale. On parlait de quelques centimes, sur quelque chose qui est payé aujourd'hui de mémoire 80 centimes à la pompe, contre 1,60 ou 1,65 contre le super samplon. Et on parlait de 15 centimes pour l'année 2026. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que le sénateur m'a demandé de lui rappeler la logique derrière cet amendement. Derrière chaque niche, évidemment, quand on la supprime ou quand on l'érode, il y a quelqu'un qui souffre. La question, c'est est-ce qu'il souffre beaucoup, un peu ou pas du tout. Là, visiblement, il y avait de la souffrance qui s'est exprimée de manière assez forte, puisque l'Assemblée est revenue là-dessus. Mais je rappelle quand même qu'il y a des objectifs d'intégration d'éthanol dans le super traditionnel qui sont en croissance. Donc il y a d'un côté une prévision de croissance de l'éthanol dans le super samplon, et de l'autre, la volonté de diminuer très progressivement une niche fiscale. Donc je ne suis pas sûr que le bilan aurait été aussi négatif que ce qu'on disait. Maintenant, je n'ai pas l'impression que vous allez restaurer cet article. Donc je ne vais pas me battre. Hein. Mais voilà, je voulais juste quand même rappeler les arguments. Non mais ce n'est pas moi qui suis au banc à ce moment-là. Je pense que l'Assemblée a fait à peu près la même chose. À vérifier, mais je pense que l'Assemblée... Bon, je suis en retard. Il y avait une dernière question. Oui, Vincent Louot. Une dernière très rapide, Monsieur le Ministre. Je ne voulais pas poser de questions parce que je vous aime bien, je ne voulais pas vous faire de mal, mais comme j'ai voté le CETA, j'étais le seul à défendre le CETA dans cette commission des affaires économiques. Non, je vous dis, je voulais vous demander quand est-ce que vous arrêtez de cramer le gasoil comme un bon général du ministère de la Défense sur la compensation pour charges pour service public des énergies renouvelables. Il est inscrit 2,8 milliards en plus. Le 1er août, la Creux nous a indiqué qu'il fallait rajouter 1,2 milliard sur les compensations. On a une surproduction qui est exportée facilement en ce moment parce que les Anglais ne sont pas prêts avec leurs centrales nucléaires, les Allemands ont besoin d'électricité. On arrive à exporter, mais on a 100 TWh d'exporter qui arrangent nos comptes. Donc quand est-ce que vous arrêtez un peu tout ça, pas par un moratoire comme les gros lourds, on est un peu plus subtil ici. J'avais dit qu'il faudrait juste ralentir un peu la trajectoire. Et j'avais eu une fin de non-recevoir de Mme Mourlon de la DGEC qui m'avait dit circulez, Monsieur Louot, on ne peut pas réviser la trajectoire de la PPE parce qu'elle a été mise en concertation. Donc c'est soit PPE complète telle qu'elle a été écrite, soit c'est pas de PPE. Et moi je vous demande, est-ce qu'on peut encore rectifier la trajectoire de la PPE en se donnant un peu de temps long et en garantissant à Siemens, qui est la seule usine de fabrication de pales au Havre, c'est la seule. Donc le reste, c'est du montage de boulons et du Mikado, il n'y a pas d'industrie. Mais Siemens, c'est important. Mais Siemens, c'est important, mais avec seulement 10 gigawatts, ils arrivent à travailler 15... Si, ils arrivent. Moi, j'ai vu la directrice, elle me l'a dit, avec 10 gigawatts sur 10 ans, ils arrivent à sauver l'usine. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour réviser la trajectoire de la PPE et arrêter ces charges pour service public qui commence à nous coûter 1,5 fois le budget de la PAC, et on ne vous a jamais donné l'autorisation à l'État de créer une nouvelle politique agricole commune sur le dos du contribuable français. Non mais, ce que vous dites est important. Là, on parle de contrats passés, ce qu'on appelle des contrats pour différence, qui font que quand les prix de l'électricité sont hauts, non mais vous avez compris, donc je précise pour tout le monde, y compris pour les nombreux téléspectateurs qui nous écoutent. Quand les prix sont élevés, ce sont les producteurs qui nous remboursent. Quand les prix sont bas, c'est nous qui les remboursons. C'est important ce mécanisme. Il est utile parce qu'il donne de la visibilité. Donc il faut le garder.
Le Premier ministre a souhaité qu'on garde les contrats passés, et on est en train de le faire pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'excès. Il y en a peut-être eu. Mais là, aujourd'hui, c'est le résultat des contrats passés. Hein. Donc, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est lié au fait que les prix sont bas, et que très bas et durablement bas, et en partie lié au fait qu'on a beaucoup d'électricité et pas assez de demande. Donc, faut vraiment relancer la demande d'électricité partout. On était content quand même pendant la crise en Ukraine que ça nous permette de nous aider à alléger la facture. Hein. Donc, il ne faut jamais oublier quand on a... 3 pendant un an. 3 milliards pendant un an. Je pense que c'est plus que ça. Je vous répondrai par écrit. Ah, c'est déjà mieux. Bon. Non, mais quand même. Donc, voilà. Donc, non, mais... Non, mais donc, bon, ça, on vérifiera les chiffres, on pourra vous les communiquer par ailleurs. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai bien conscience que quand on fait des chèques de cet ordre de grandeur, ça fait un peu mal. Il faut qu'on regarde sur les contrats futurs comment ça peut s'organiser. Ça fait partie des discussions qu'on doit avoir plus généralement sur l'avenir de la PBE. Ce qui est vrai, c'est que la consultation, elle a été faite et que ça, on ne peut pas revenir dessus parce que si vous voulez qu'on revienne sur la consultation, là, ce n'est pas 3 mois de retard qu'on prend, c'est 3 ans. Donc, voilà. On va regarder ça, mais je ne veux pas m'engager à modifier une PPE qui a été consultée devant je ne sais plus combien de milliers de personnes pendant je ne sais plus combien de mois. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lire les décryptages et à voir les replays. C'est sur notre plateforme publicsénat.fr. Très belle chute des programmes sur Public Sénat.